Et du coup, bah, bonsoir ou bonjour tout le monde pour ceux qui nous écoutent sur YouTube. Je suis en compagnie d'Abdel et son équipe. On va parler aujourd'hui d'Ethereum parce qu'on a des nouvelles, on sait un peu plus de choses sur les prochains hard forks qui vont nous emmener sur cette fameuse roll-up centric thesis. On va donc parler aussi de Layer 2. On va parler naturellement de Starknet. Abdel travaille chez Starknet et on va parler d'un autre Layer 2, toujours dans l'écosystème Starknet et Ethereum, qui s'appelle Kakarot. On est d'ailleurs en compagnie de l'équipe fondatrice du projet Kakarot, équipe francophone. Voilà, on fait briller la France à l'international aujourd'hui. Et donc, je suis en compagnie aussi de Elias et Clément, qui sont les cofondateurs de Kakarot. Comment allez-vous tous, messieurs? Bonsoir. Très bien. Très bien. Bonne année à tous. Ah ouais. Bonne année à tous, effectivement. Meilleurs vœux. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes et que vous avez pris toutes les bonnes résolutions pour 2024. Moi, bonne résolution, faire au moins x10 sur le profil. C'est pas vous. Oh. Ok. Mais ça, c'est pour janvier. Ouais. N'importe où, c'est bon, non? Je sais pas. Effectivement. Hop, j'envoie le tweet. Laissez-moi juste faire une petite relance Discord pour que tout le monde soit au courant. Et ça part. Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, bien entendu. Laissez le petit like, le petit commentaire pour soutenir. Et je vous propose d'attaquer directement par Ethereum, puisque c'est toujours compliqué de parler de bull run, mais comment dire, les gens aujourd'hui sont en mode « Ah, Ethereum, moi j'y crois et tout, mais même les Bitcoin, ça performe mieux, même Solana, ça performe mieux, même Network, etc., etc. » On a le sentiment qu'Ethereum dort et que même après exécution de la nouvelle roadmap, ce sera peut-être insuffisant par rapport à certains layers. Vous avez choisi de construire sur Ethereum aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à répondre à tout ça? Vous voulez commencer, les petits amis? Tiens, j'ai bien envie de les écouter, eux, plutôt qu'Abdel, pour commencer. Parce que moi, tu connais, je rabâche toujours la même chose. Donc, on va mettre un peu de nouveauté déjà. Et vous inquiétez pas, c'est pas les soucis. Je réponds juste au chat. Tout va bien. Ouais. Bah écoute, en vrai, c'est pas facile. C'est pas facile parce que j'arrive même pas à me dire que, en gros, le postulat de base, c'est que la performance financière d'une chain est associée à son real world usage ou à son nombre de développeurs. Tu vois. Pour moi, ce que je remarque, c'est en tout cas dans l'écosystème Ethereum, les gens ont beaucoup de respect pour Solana, notamment pour l'aspect technique. C'est ce que je remarque de plus en plus. Il y a eu un espèce de cycle où les gens étaient en mode Solana killer, ensuite il y avait Solana qui a dumpé, tout le monde était en mode Solana c'est mort, non, ça revient. Donc honnêtement, c'est pas facile à dire. On voit que Ethereum ne performe pas si bien de niveau financièrement, mais nous en tant que builder, ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément d'effervescence et d'innovation. Et donc vu qu'on est dedans, on n'a pas forcément le bruit financier, surtout si on n'est pas. Enfin voilà, donc moi à titre personnel, je trouve que c'est cool qu'il y ait des Altalins qui reviennent à la charge pour créer de la compétition. Ça, je trouve que c'est cool. Je trouve que Solana a énormément de choses à bien contester. J'ai regardé un peu il y avait Modular Summit là, où il y avait un peu le débat. Est-ce qu'on fait une grosse chaîne où il n'y a pas de roll-up mais qui marche bien, genre la Solana, avec beaucoup de TPS, ou est-ce qu'on fait un truc modulaire avec Ethereum, Celestia, les L2, les ZK roll-up, etc. Moi, je trouve que ce qui est cool, c'est qu'on en a plusieurs. Et personnellement, quand même, je suis convaincu que Ethereum, ça va continuer à asseoir son avantage en termes d'écosystème, de standards et de dev, quoi. Ok. C'est ma croyance. Donc, avantage, écosystème, dev, c'est important de le préciser. Et d'ailleurs, tu parlais de modularité et on va dire de monolithique. Petite parenthèse sur tout ce qui va être NIRDA, Avail, Celestia, etc. Est-ce que, on aura le temps d'y revenir, c'est des trucs qui sont pertinents pour toi ou justement, il faudrait peut-être que tout se passe on-chain sur Ethereum? J'y connais pas encore trop de NIRDA. Avail, j'avais rencontré l'équipe fondatrice et Celestia, on connaît un peu. Moi, je trouve que c'est vraiment bien. Enfin, Ouais. Il y a vraiment des trucs bien. Enfin, il faut donner les choix à tout le monde. En fait, on-chain, c'est bien, mais ça coûte trop cher. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un peu toujours ce truc qu'on rabâche, mais c'est important de le répéter. C'est pour les choses vraiment importantes, on fait on met la data sur Ethereum. Pour le gaming, pour même des choses un peu moins importantes où on veut que ça aille plus vite ou que ce soit moins cher, on met sur d'autres solutions de data availability. Donc, Je trouve que cette question, elle est toujours un peu étonnante parce que on a l'impression que comme on parle de blockchain et tech, il y a une seule bonne solution et en fait, le reste devra mourir et il y aura celle qui va gagner. Alors que si on prend un problème de la vie courante, genre la qualité de ma serrure sur ma porte, je sais que selon ce que j'ai chez moi, je vais devoir en mettre une très chère, moyennement chère ou pas du tout chère parce que je m'en fous. Et tout le monde comprend qu'il y a un spectre de services cloud à proposer avec un spectre de qualité de service, un spectre de sécurité et qu'en fait, on a besoin de tous ces types de services, des rapides et pas chers, et on a besoin. En fait, le plus important, c'est plutôt non pas lequel va gagner, c'est que tous arrivent à des bons niveaux de maturité technologique et qu'ensuite la communication entre ces différents protocoles soit facile.
pour qu'on puisse vouloir passer un peu de temps sur le pas cher, vouloir de temps en temps migrer sur du plus cher et du plus sûr, et vice-versa, quoi. Moi, je pense que ça, c'est vraiment le plus important, plutôt que de se dire quelle est la meilleure stack techno qui va l'emporter. Alors, avant que peut-être Abdel réponde, justement, ça me permet aussi un petit peu de pen-tester mes invités. Parce que souvent aussi, quand on s'adresse à des Ethereum maxi ou des Ethereum convaincus, il y a un petit peu ce côté c'est pas bon pour la sécurité, c'est pas bon pour la décentralisation, on s'écarte du sujet, on est de moins en moins bon sur la décentralisation et la sécurité au profit de performance, au profit de narrative, alors que vous avez quand même un discours qui, en tant que builder, vous n'êtes pas des VC, vous n'avez rien à vendre de votre côté, vous avez quand même un discours beaucoup plus ouvert à la concurrence. Moi, je suis investisseur, j'ai aussi tendance à être ouvert à la concurrence. Et là, je vais pouvoir demander à Abdel, toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça maintenant? Ouais. Moi, j'embrasse la concurrence d'un point de vue technologique, ça très clairement. Contrairement à ce que plusieurs peuvent penser, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours embrassé la concurrence d'un point de vue technologique et je suis le premier à m'inspirer ou même directement utiliser des solutions techniques qui viennent de la concurrence, notamment avec Substrate, tout ce genre de choses. Je m'inspire aussi beaucoup de Solana Design qu'ils ont, par exemple, sur les NFT compressés, ce genre de choses. J'envisage potentiellement d'implémenter la même chose sur Starknet. Donc, d'un point de vue compétition, d'un point de vue technologique, je pense que c'est ultra sain, c'est un net bénéfice. D'un point de vue distraction vers les valeurs, les corps ethos et tout, ça c'est un bon sujet. Bon, récemment, je pensais vraiment que c'était un risque de distraction et de perte de focus sur les choses importantes. J'ai un peu revu mon fusil d'épaule et je reconnais les avancées phénoménales sur l'écosystème Solana en termes de résilience sur le layer social, en termes de à quel point ils ont été capables de surpasser les événements tragiques après le drama FTX et compagnie. Ouais. Donc ça, il faut quand même le reconnaître. Ils ont fait preuve d'une résilience incroyable avec des gens qui ont continué de pusher, continué à builder. Donc la communauté de builders m'a honnêtement impressionné. C'était pas, contrairement à ce que je pensais, que des mercenaires. Il y avait vraiment des gens convaincus qui pensaient sincèrement, et j'ai beaucoup parlé avec certains de la communauté Solana, et c'est vrai que j'ai potentiellement tendance peut-être des fois à aller trop vite dans le jugement de valeur en disant que tout ce qui n'est pas Ethereum s'écarte trop de l'ethos et tout. Je pense toujours qu'il n'y a rien qui match Ethereum en termes de core values et que c'est le plus proche d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé au début. À savoir, pour moi, mon critère un petit peu, c'est l'espoir à terme de résister à des attaques d'État-nation. C'est vraiment ça mon maître étalon. Ouais. Et si je prends ce maître étalon-là, j'ai honnêtement du mal à voir quelque chose d'autre qu'Ethereum y arriver, sachant que je pense même qu'Ethereum, c'est compliqué pour arriver à ce point. Même Bitcoin. C'est pour te dire, en fait, plus tu descends dans les compromis, plus atteindre cette North Star métrique va être compliqué. Après, si je peux juste t'interrompre une seconde, Abdel, c'est intéressant, c'est que tu dis que l'objectif principal de la blockchain dont tu parles, c'est de résister à des attaques d'État-nation. Ça veut dire que ce n'est pas le même design qu'une blockchain qui est censée supporter 15K TPS pour des tâches. Je te rejoins 100% qu'il n'y a pas de silver bullet. C'est important. Et c'est là qu'on voit qu'il y a juste besoin d'une vraiment. C'est en fonction des cas d'usage. Exactement, 100% d'accord avec vous. Elias, tu as dit la même chose tout à l'heure. On n'a pas les mêmes degrés de sécurité pour un projet DeFi qui va sécuriser 3 milliards de TVL avec un projet gaming. Ça, c'est clair et net qu'il faut être clair là-dessus. Et d'ailleurs, pour être honnête, plus j'avance dans la réflexion et plus je me dis que peut-être qu'il n'y a pas grand-chose autre que le paiement qui nécessite un use case aussi sécurisé, décentralisé que Bitcoin ou Ethereum. Peut-être que la réalité, elle est là. Et que le vote, c'est l'IA. Le vote, l'IA avec la capacité de vérifier comment les modèles ont été entraînés, ça va devenir très important pour voir si les modèles sont biaisés ou ils ont de la censure, ça c'est clair. Mais voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas de silver bullet et ça dépend du cas, ça il faut très bien le préciser. Mais si je suis aussi pointilleux sur la partie philosophique, c'est que j'ai peur que sur le truc principal, on perd. Et puis j'ai l'impression qu'en fait, si on perd sur Bitcoin et Ethereum, tout le reste va mourir. Parce qu'en fait, ils seront plus assez différenciants par rapport au statu quo qu'on a dans le monde web 2 traditionnel. Et on va revenir à se dire, ouais, mais en fait, Mastercard et Visa, ça marche bien. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Et du coup, donc ça, c'était une parenthèse bien remplie. Pour revenir sur Ethereum, du coup, là, on a des mises à jour qui arrivent sur le réseau, principalement autour de Proto-Tank Sharding, dont on a parlé sur plusieurs émissions, mais également, je crois, des sujets liés à Elegant Abstraction. Est-ce que tu as possibilité de m'en parler? Parce que Proto-Tank Sharding, je vais me faire le rapide rappel de ce qu'il en est. Par contre, pour ce qui est des autres mises à jour, j'ai moins cerné. J'en profite que vous soyez là pour en discuter. Alors, Proto-Tank Sharding, c'est un nom qui ressemble à rien parce que c'est pas du sharding, c'est encore autre chose. Mais pour vous la faire très court, c'est on redesign Ethereum de sorte à ce qu'il soit beaucoup plus fait pour accueillir des roll-ups.
donc ces fameux layer 2, layer 3, etc., de sorte à ce qu'ils aient un petit peu un privilège au niveau des frais de transaction, ce qui fait que les frais de transaction pour les roll-up seront beaucoup moins bas, de l'ordre de 10, 20, voire 100 fois. Et donc, le coût d'exécution sur ces roll-up sera aussi normalement plus bas, donc de 10, 20 ou 100 fois, en fonction des roll-up et de leur volonté de générer de l'argent ou pas, d'une certaine façon. Et donc, ce qui va se passer, c'est que avec cette mise à jour, et on a commencé à le voir gentiment sur le pricing de certains roll-up qui ont des jetons comme Optimism et Arbitrum, et bien du coup, ça va leur donner beaucoup plus d'intérêt parce qu'aujourd'hui, on a des roll-up qui sont relativement lents par rapport à des Asalt Layer 1 avec peu d'usage. Et ce peu d'usage est lié au fait que ça reste quand même très cher finalement. Et que du coup, il y a beaucoup de builders qui se disent pourquoi je veux aller sur un roll-up pour gratter des miettes alors que, on l'a cité, des Solana existent, d'autres existent à des coûts beaucoup plus bas. Les performances au rendez-vous, qu'est-ce que je vais aller m'embêter là-dessus? Donc, c'est quelque chose qui va changer normalement. Est-ce que ce sera suffisant? Je ne sais pas. Donc, ça, c'est le proto sharding. Et on nous parle beaucoup plus de choses en termes de count abstraction. Donc là, c'est plutôt faire en sorte qu'une adresse soit un compte, rajouter de la complexité en fait au niveau des applications et des possibilités pour les utilisateurs. Et là-dessus, je vais vous laisser la main, messieurs, pour que vous puissiez m'expliquer tout ce que ça va permettre de faire. Ok. Je peux prendre le point sur le proto sharding et l'impact concret sur les fees. Et si vous voulez, Elias, Clément, vous pouvez prendre le point sur la count abstraction. Ok. Et ouais, du coup, il faut bien se rendre compte qu'en fait, ce qui coûte cher vraiment pour les roll-ups, c'est vraiment l'envoi de données. Parce que, et en fait d'ailleurs même, pourquoi on envoie les données sur Ethereum? On peut se poser la question, parce que à quoi ça sert finalement? Parce qu'on prouve l'exécution, donc vous pouvez vous dire à quoi ça sert d'envoyer les données sur Ethereum. L'intérêt de faire ça, c'est qu'en fait, vous êtes capable de reconstruire le state, donc l'état de la base de données de tous ces L2 en ne faisant confiance uniquement qu'à Ethereum. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de faire confiance aux opérateurs des L2 pour reconstruire l'état de Starknet, de zk-Sync, d'Arbitrum et compagnie. Vous pouvez juste écouter ce qui se passe sur le L1, donc Ethereum, et récupérer les données qui sont envoyées pour reconstruire les bases de données de ces différents L2. Donc, c'est très important pour la sécurité. C'est pour ça qu'on envoie les données sur Ethereum, pour vraiment hériter de ses propriétés de sécurité. Parce que quand on dit un L2 hérite de ses propriétés de sécurité, c'est pas un mime. On essaye d'avoir vraiment des garanties d'utiliser le Ethereum au maximum. Et donc, ça coûte très cher. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 95% de nos coûts opérationnels, par exemple pour Starknet, et c'est la même chose pour tous les L2. 95% de nos coûts opérationnels viennent des coûts pour envoyer la donnée. Donc, en fait, en réduisant drastiquement le coût d'envoyer cette donnée grâce au proton sharding, on peut répercuter ce coût sur les utilisateurs. Parce qu'évidemment, tu ne vas pas opérer ton L2 à perte. Tu es obligé à minima de facturer ce que toi, tu vas payer pour envoyer sur le L1. Plus, éventuellement, si tu veux un système qui est sustainable, tu veux aussi prendre une marge, d'accord? Mais à minima, tu es obligé de charger ce que tu charges aux utilisateurs. Donc, si toi, tu payes 100 fois moins pour envoyer de la data, tu peux récupérer bien sûr ce coût sur les utilisateurs pour rendre ça beaucoup plus accessible. Donc, c'est vrai que ce nouvel upgrade, c'est vraiment la première grosse brique dans la roadmap, la thèse roll-up centrique qui va être vraiment visible d'un point de vue utilisateur. Parce que jusqu'à présent, on avait beaucoup de changements sur Ethereum où les gens ne voyaient pas trop l'impact. Tu vois, c'était transparent pour eux. Concrètement, ça ne change rien. Là, pour la première fois, on va avoir un vrai changement important qui va changer la donne beaucoup pour les utilisateurs et c'est très bien. Donc, je pense que ça peut ramener beaucoup d'adoption au niveau des L2, que les gens se disent, OK, en fait, rester dans l'écosystème Ethereum via les L2, c'est intéressant parce que je peux quand même avoir accès à une grosse TVL, le plus gros network effect en termes de dev et d'écosystème, mais en bénéficiant de transactions à bas prix. Et donc, le count abstraction. La count abstraction, enfin, en tout cas, en très simple, c'est je pense, le fait que pour les utilisateurs, au lieu d'avoir appris, en fait, il faut limite désapprendre qu'il y a une adresse avec une seed phrase, avec une private key. Enfin, de toute façon, c'est des choses qu'ils auraient, je pense, jamais dû savoir si jamais la technologie est arrivée plus mûre pour le grand public, mais plutôt qu'on a une adresse et qu'on a des fonctionnalités associées à cette adresse, comme par exemple la validation pour que tout le monde ne puisse pas utiliser cette adresse, ou comme une validation par plusieurs personnes, ou comme des actions qui pourraient être automatiques, type envoyer des paiements récurrents, valider automatiquement toutes les actions qui viennent d'un certain site, etc., etc. Je pense qu'il faut plutôt réfléchir en termes d'adresse et de fonction qu'en termes d'adresse et de clés, de porte-clés, de nanana. Ça va créer pas mal de confusion. Et ce qui va être corrigé, on va dire, par la count abstraction, de mon point de vue.
Ok, ça reste encore un petit peu abstrait, hein. J'avoue que c'est un sujet que je maîtrise pas tellement. C'est aussi pour ça que je vous challenge. On peut donner des exemples concrets de la vie de tous les jours. Elias, tu avais un bon Exactement. Par exemple, moi, je sais que, à titre personnel, je trouve que le Web 2 a fait énormément de progrès en termes d'expérience utilisateur. Et personnellement, j'aime bien sécuriser certaines fonctionnalités par un Face ID sur un iPhone, par exemple, ou une empreinte digitale sur mon ancien Samsung. Et des empreintes digitales, un Gmail pour authentifier, un 2FA avec mon numéro de téléphone. Et en gros, toutes ces fonctionnalités que nous, on aime bien en tant qu'utilisateur, elles deviennent possibles grâce au Account Abstraction. Parce que finalement, Account Abstraction, c'est un nom qui est un peu compliqué à comprendre, mais à la fin des fins, c'est qu'on remplace vos 12 mots de seed phrase et votre argent avec un smart contract qu'une entreprise a codé. Et dans ce smart contract, on peut coder toute la logique qu'on veut. Donc, un Face ID d'iPhone, quand vous voulez déclencher une transaction, un Google Mail qui vous demande est-ce que c'est vraiment vous, quelqu'un qui a codé un service pour avoir des probabilités que c'est une fraude ou non. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui est associé à l'account abstraction. En gros, c'est une façon de repenser un utilisateur, comme a dit Clément, une adresse et un utilisateur. Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière, en fait Et moi, je sais que ça me touche parce que c'est vrai que je suis entré dans la crypto par un peu, pas par de manière, mais un peu en tant que noob. Et du coup, j'étais pas un peu, comment dire, cyberpunk et anti-étatique. Et donc, quelque part, me dire que mes économies étaient dans 12 mots et que je savais pas trop comment les sécuriser, ça me faisait refroidir. Ça me refroidissait. Et donc, je pense que c'est aussi le cas de beaucoup de gens. Et quelque part, me dire que dans pas si longtemps, sur des chaînes comme toutes les L2 d'Ethereum, en tout cas, et je pense que ça arrive aussi sur Solana et d'autres, on va pouvoir avoir des expériences qui sont vraiment agréables. Et en fait, aussi, on aura le choix, quoi. Les gens qui sont un peu dans des états où il y a de la censure, de la menace, et qui sont plus, qui craignent, comme avait dit Abdel, une attaque de nation-État, peuvent avoir leurs 12 mots qu'ils ont sous leurs oreillers. Et des gens où c'est un peu plus simple d'avoir accès à Google, enfin voilà, on est privilégié. En France, on garde cette expérience Web 2 qui est cool. Ouais. Après, je sais pas, on reviendra peut-être plus tard aux questions, mais je vois que dans le chat, il y a beaucoup de gens qui posent la question. C'est ce que j'allais dire. Si c'est moins sûr. Safe ou pas. Ouais, exactement. Alors du coup, c'est quand même une question de point de vue, parce qu'en fin de compte, 12 mots, c'est à la fois très sûr, à la fois très peu sûr, parce que bon, si tu les perds ou s'il y a quelqu'un qui te les hack, c'est terminé. Alors que quand tu codes, évidemment, tu peux mettre des bugs, mais tu peux coder des features qui vont vraiment empêcher de te faire vider ton wallet. Tu peux coder une feature qui va faire, par exemple, que pour toute transaction au-delà de 150 €, ça demande triple vérification à 4 personnes sur 4 devices pendant 5 jours. Tu peux limiter combien tu dépenses par jour, des choses comme ça. C'est ça ma question naïve. On ne pouvait pas avant. Non. Alors, il y a des gens qui avaient, par exemple, Argent, qui est le main wallet sur Starknet, qui était à la base un wallet sur Ethereum, ils ont tout fait pour les smart wallets sur Ethereum. Ça n'a jamais pris parce que ça coûtait trop cher. Tu pouvais faire un smart contract qui utilise tes fonds et tout, mais ça coûtait trop cher. Donc maintenant, avec les standards 4337, avec la nouvelle architecture sur Ethereum, tu peux le rendre accessible. Disons que c'était possible, mais comme beaucoup trop cher, personne n'était prêt à payer ce gros surcoût de prix pour des services dont la valeur n'était pas clairement. Il n'y avait pas assez de demande pour justifier un tel surcharge en termes de prix. Maintenant qu'il y a ça va être plus abordé, des use cases qui vont être intéressants. Si tu veux, c'est plus un enabler en termes de côté pratique que de côté, sauf les cas où il y a la compte abstraction native, qui là c'est nouveau aux protocoles qui ont décidé de le faire nativement, comme Starknet. Donc j'arrive encore avec mes questions naïves, mais je trouve ça hyper intéressant en fait. Ça veut dire qu'en gros, bon, quand on a créé ce World Computer qui est Ethereum, on l'a designé d'une certaine façon. Et là, on se rend compte qu'il y avait des points bloquants. Et on en revient toujours au coût, finalement. On met quel prix face à quelle fonctionnalité. Et donc là, on est en train de revoir un petit peu cette structure de coût pour des fonctionnalités plus ou moins précises pour des nouvelles use cases. Ouais, et la façon dont on pallie ça sur Ethereum avec 4337, c'est qu'en fait, on va déporter une grosse partie de cette logique off-chain avec des nouveaux types de services, ce qui s'appelle des bundlers, des relayeurs et tout, pour justement pallier au coût. Mais c'est vrai que le meilleur, c'est la compte abstraction native parce que tu l'intègres directement dans ton protocole et il est designé pour. Et aussi, tu as une question intéressante de est-ce que tu mixes ou pas les accounts traditionnels EOA et la compte abstraction ou pas. Sur Starknet, c'est drastique, c'est que de la compte abstraction. Pour revenir sur la question de est-ce que c'est plus safe ou moins safe, je suis d'accord que c'est une question de point de vue. Moi, par exemple, je pense que pour moi, ma sécurité ultime, je pense que je garderais probablement plus une seed phrase, mais ça dépend aussi de ton niveau d'expertise et ton niveau avancé dans la crypto. Il y a un truc aussi intéressant, c'est ce que met en avant beaucoup Vitalik quand il parle de la compte abstraction, c'est les social recovery wallets, dans lequel tu peux désigner des guardians, par exemple de tes proches, de ta famille, qui peuvent te débloquer si jamais tu as perdu tes mots ou des trucs comme ça, des limites. Par exemple, tu peux dire, moi, mon compte, je veux qu'il serve à dépenser maximum $100 par jour. Donc ça, c'est intéressant. Il peut interagir qu'avec des apps que moi, je whitelist en amont. Et comme ça, si jamais
il y a un problème, tu peux pas interagir avec un contrat que tu n'as jamais vu. C'est toi qui dois dire, Mais du ok, coup- ce contrat, je fais confiance, je veux bien interagir avec, des trucs comme ça. Mais du coup, côté utilisateur final, ça va être des nouvelles adresses à créer pour être account abstraction compatible. Comment ça va se passer? Parce que là, aujourd'hui, Ah, pour j'ai un migrer, MetaMask, ouais. Ok, Ouais. c'est des nouvelles apps. Ok. Online, enfin, ça peut être un site web, ça peut être un client téléchargeable, une extension Chrome, une appli mobile. Exactement. Ok, ok, c'est beaucoup plus facile à imager du coup. Donc Ouais. ça arriverait dans le prochain fork ou ça va se faire progressivement dans l'année 2024? Alors ça, c'est intéressant, c'est que ça ne nécessite pas un hard fork. Tu vois, il y a deux types de IP, grosso modo, majoritairement dans Ethereum. Il y a les core EIP et les non-core. Les core EIP, c'est ce que tu peux activer que dans hard fork, d'accord? Comme Protodank, Sharding et compagnie. Ça, c'est de l'EIP de type ERC, donc comme les standards ERC20, etc. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'un upgrade. C'est applicatif, d'accord? C'est applicatif plus des services off-chain. Donc ça peut être dès maintenant, c'est juste une question d'adoption. Il n'y a pas besoin d'un hard fork pour enable ça. Ok, donc là, on a déjà des builders qui planchent sur le Ouais. sujet et on va commencer à en voir les usages courant 2024. Et cela dit, Abdel, toi qui es dans Ethereum depuis longtemps, Vitalik a dit, je pense à Istanbul, il a rappelé qu'à l'origine de l'origine, enfin, très rapidement, ils se sont dit que l'account abstraction, ça aurait dû être fait différemment, que les iOS, c'était peut-être un peu une connerie, et qu'en fait, après, c'était un peu trop tard, puis qu'ils ont priorisé autre chose. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Et pourquoi, à un moment, du coup, ils n'ont pas décidé de faire un hard fork pour revenir à un autre système? Parce que c'était plus possible ou c'était. Après, faire un hard fork, ça doit être un choix de dernier recours, tu vois. Hard fork de type, par exemple, Ethereum classique, tu veux dire? Un truc du genre, on disait. Non, bah, je sais pas, des hard updates dont Ah on oui, d'accord, ok. mais... Ouais, bah après, c'est une question de priorisation, tu vois. Faire un truc pour enlever de la dette technique ou gommer un choix passé, ça a un prix. Et après, versus la demande qu'il y a sur prioriser des nouveaux changements pour ajouter des features ou améliorer. C'est une question de priorité, en gros. Je pense que jusque-là, il n'y avait pas assez de demande pour la Account Abstraction. La réalité, elle est là. C'est que, par exemple, Argent, ça fait des années qu'il pousse, tout le monde s'en foutait. Là, maintenant, ça commence à voir avec le Paymaster, les gazless transactions. Les gens se disent, ah ouais, putain, ça peut être intéressant parce que tu peux enable un monde dans lequel tu vas payer tes fees en n'importe quel token, voire en pas de token du tout, avec les systèmes de Paymaster et compagnie. Donc, ça devient tangible avec des cas concrets. Ça, couplé à la narrative L2, AppChain et tout, je pense que l'un dans l'autre, ça a créé la demande qui manquait pour prioriser Payer ça. des fees dans n'importe quel token, c'est une folie. C'est à faire de toute urgence, franchement, parce que tu envoies un jeton ERC20 à quelqu'un, il n'a pas d'Ether. Exactement. Et puis même, combien de gens se sont fait siphonner sur des scams orchestrés comme ça, où ils pensaient toucher un petit jeton, et bref. Exactement. Ok, très bien. Donc ça, c'était sur les nouvelles. Maintenant, on va parler Layer 2. Donc aujourd'hui, les kings, on va dire, c'est Optimism, Arbitrum, toujours au niveau des usages. zkSync, un petit peu, comme d'hab, je le répète, moi j'ai tendance à pas trop regarder ce qui passe chez zkSync, c'est un peu idiot de ma part, mais voilà. Polygon qui a toujours aussi son petit morceau. Base de Coinbase. Starknet n'a pas encore de jetons, ils ont annoncé un airdrop. Est-ce qu'ils ont annoncé la date de sortie de jetons? Je ne crois pas. Non, ok. Abdel nous la dira pas, je lui pose même pas la question. Mais du coup, j'imagine que, bon, en toute logique, ça va se passer après le mainnet avec l'intégration Protodank Sharding. Mais il y a peut-être des petites nouveautés sur Starknet dont tu pourrais nous parler avant qu'on attaque le sujet Kakarot. Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Comment vous essayez de maintenir l'usage, l'intérêt sur ce Layer 2? D'un point de vue focus significatif, là, le main focus, honnêtement, il est principalement sur la stabilité, justement en prévision de cet événement attendu par tous, pour être sûr justement que tout va tenir la charge, prêt en termes de scalabilité. Donc, c'est vraiment, je dirais, le focus numéro 1. Après, il y a eu un récent upgrade qui a réduit pas mal les fees. Okay. Donc, il y a eu un premier upgrade là, qui allait dans ce sens. C'était quand? Réduit à peu près récemment, il y a 2 semaines, je crois qu'il est arrivé live sur le mainnet. Donc, il réduit à peu près de 50% le coût, les fees en termes de computation. Donc, ça, c'est intéressant pour les applications qui sont gourmandes en calcul, notamment les jeux, qui est une verticale qui se développe pas mal sur Starknet. Donc, ça, c'est le changement majeur. Là, on a introduit la possibilité de payer les fees en Stark ou en ETH. Donc, avant, c'était qu'en ETH. Bon, évidemment, vous doutez que c'est un prérequis pour toujours le futur event tant attendu. Donc voilà, toutes les
Évidemment, c'est un gros focus, la préparation de cet événement, comme vous devez vous en douter. Donc, je dirais que c'est le focus numéro 1. Après, on a toujours l'écosystème qui se développe très bien. Donc, tous les builders qui avancent. On a de plus en plus de apps intéressantes qui vont être proches d'aller sur le mainnet. On a par exemple Carbonable aujourd'hui qui a annoncé l'arrivée du farming sur le mainnet, pour donner quelques exemples. On a Focustree, qui est une application de type Focus App. Donc, c'est un type d'application qui traîne beaucoup dans le Web 2. C'est ce genre d'application qui vous aide à focus, à lâcher votre téléphone. Et ils ont rajouté une composante gamification crypto. Et d'ailleurs, ils ont atteint beaucoup d'utilisations. Je crois qu'ils ont atteint 5000 utilisateurs daily. Ouais, et Pardon. typiquement sur Focustree, ils utilisent le account abstraction natif de Starknet parce que tu te crées, enfin, quand tu es sur l'app iPhone, tu n'as pas de wallet, tu n'as pas tout ça. Si vous voulez un bon Ils exemple utilisent d'account abstraction, tu as raison. Ouais. Je pense que c'est Touch ID et tout, tu n'as pas besoin de réfléchir, mais tu as un wallet qui t'est déployé pour toi quoi, sur Starknet. Ouais, très bon exemple. Ça, c'est un très bon exemple d'account Ouais. abstraction. Donc, ça peut tout. C'est juste une Ouais, parenthèse. c'est un autre exemple très connu, c'est Sora qui a réussi à complètement masquer la complexité des wallets sur l'application Sora. Et effectivement, Focustree est un très bon exemple sur Starknet qui utilise bien l'account abstraction. Volition, il y a des gens qui posent la question sur Volition. Volition arrivera après le proto-bank sharding. On priorise à implémenter 48-44 avant de mettre Volition. J'ai Donc, vu Volition, passer pour le Rabbit. rappel, Dis-nous Volition, on voit Rabbit après. Ouais, Volition, pour rappel, en gros, l'idée c'est de se dire, ok, on va pas imposer aux développeurs d'applications d'envoyer toute la donnée sur Ethereum ou pas. En fait, on va laisser la granularité. Concrètement, toi, tu es un développeur de smart contract, tu vas dire, ok, cette donnée-là dans mon smart contract, elle est hyper importante, je veux le maximum level sécurité, je veux l'envoyer sur Ethereum. Celle-là, c'est moins grave, c'est un truc pour du NFT, c'est pas très grave, c'est de la metadata, j'ai pas besoin de l'envoyer sur Ethereum. Et en fait, comme ça, tu peux optimiser ton application et pour choisir le degré de sécurité que tu veux versus les coûts. Donc, tu peux vraiment mettre le curseur où tu veux de manière très granulaire. Donc ça, on va avoir des nouveaux designs d'applications qui vont précisément le degré de sécurité et aussi jouer sur les fees. Par exemple, un jeu, il peut dire, moi, je mets tout off-chain, je m'en fous, j'ai pas besoin d'envoyer sur Ethereum. Et comme ça, il pourra avoir des fees très, très cheap. Et donc, il pourrait stocker sur les fameux NIRDA, Avail, Celestia, etc., Ouais, et pas tout exactement. sur Ethereum, et voir un petit peu ce jeu de la concurrence. Vous l'avez vu, en fait, je parle de NIR parce que NIR, à la base, c'est un layer 0 avec du sharding. Et aujourd'hui, c'est aussi une nouvelle offre en termes de data availability layer qui risque de casser les couilles à Celestia, d'ailleurs, parce qu'il risque D'ailleurs, de le casser Canir est leur prix intéressant. complètement. Le Canir est très intéressant. J'ai vu un tweet qui est très révélateur de l'industrie crypto. En gros, le tweet disait la chose à propos de la clarté du narratif. Parce que NIR, comme tu l'as dit, à la base, c'est un layer 0 qui fait plein d'autres choses et il se trouve qu'il fait aussi de la DA. D'accord ? Celestia fait que de la DA. Et en fait, si tu regardes le market cap, la FDV de Celestia, c'est 14 milliards. La FDV de NIR, c'est 2 milliards. Donc, la clarté de la narrative coûte 9 milliards, en gros. Ouais. Tu vois, c'est important d'avoir une narrative très claire. Celestia, ils ont martelé pendant 4 ans cette narrative de la thèse modulaire, de la DA, etc. Et ça a marché. Donc, les gens sont à la recherche d'une narrative. C'est dans l'industrie. Ouais. Et NIR, ils n'avaient pas trouvé ce truc-là d'une clarté de la narrative. C'était better Ethereum, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas fait un bull run fulgurant. Ils ont réussi à avoir un listing coin list, ils ont fait des bons profits. Ça a dégonflé vachement pendant le bear. Là, ils se refont une petite santé, effectivement, mais on n'a pas non plus un écosystème de builders flamboyant sur. Juste, Abdel, je capte pas parce que ce que tu dis, parce que si je vais genre sur mon CoinGecko, là, NIR, ils sont quand même 23 en market cap et Celestia, ils sont 43, donc ils sont quand même plus gros. Quoi. FDV. C'est parce que Fully diluted value. Ah ouais, en FDV. Ok. Exact. Et donc, je vois que ça parle de RabbitX. J'ai vu passer sur mon Twitter. C'est quoi? C'est un DEX sur Starknet? RabbitX? Putain, je connais même pas. Tu connais pas RabbitX? Ah ouais. Il me semble que c'est un DEX sur Starknet. Attends. Derivative Exchange Decentralized. Ouais, c'est un DEX de perpétuel. J'ai vu passer, du coup. Bon, si tu maîtrises pas, on va désolé, pas... les gars, on a trop de projets sur Starknet. Ici qu'on a vraiment des projets... 5 millions de TVL, Fabric Ventures. Ok. Et ne parlons pas de ce que nous ne connaissons pas. Non, je ne sais pas, donc je ne veux pas dire. Ouais. Aucun problème. Et donc, du coup, Starknet, je n'ai pas voulu t'interrompre, mais tu m'expliques que le Stark sera un gas token. Là où un Optimism ou un Arbre ne sont que des governance tokens. Que governance, exactement. Donc le Stark sera un fee token, donc gas token, governance token, et pour la décentralisation avec le staking. Ok. Ah oui, pour pas rester sur du séquence de centralisé à la mort. En passant en proof of stake, exactement. Ouais. Magnifique.
Ok, très bien. Ouais. Donc ça, c'était pour la parenthèse Starknet. Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas, même si je pense que vous êtes nombreux à connaître. Un layer 2 parmi plein d'autres qui a choisi de ne pas être un layer 2 basé sur la technologie optimiste. On est sur du ZK. Une intégration du ZK bien spécifique et son propre langage visant plus de performance pour ne pas être limité par le VM. Donc on est censé avoir plus de performance, des nouveaux usages que ne permettent pas forcément la machine virtuelle Ethereum. Donc, il n'est nativement pas compatible avec Ethereum, ce fameux Starknet, mais on a bien sûr des petits génies avec nous ce soir ou cet après-midi pour ceux qui nous écoutent sur YouTube. C'est le projet Kakarot. Et Kakarot, justement, c'est une sorte d'émulateur de l'Ethereum Virtual Machine dans l'écosystème Starknet. Ça veut dire que des développeurs qui ont l'habitude de faire des contrats pour Ethereum vont pouvoir déporter leur code sur Kakarot. Ça fonctionnera en backstage sur la techno Starknet, mais ça restera du code Ethereum comme on connaît bien en Solidity et compagnie. Donc, je vais en profiter. Je vais vous questionner, messieurs, depuis quand vous êtes sur ce projet et pourquoi? Ouais, vas-y, Elias, je t'en prie. On est sur le projet depuis octobre 2022. Ok, tout frais quand même. Bêtise. Bon, ça fait quand même 1 an et 3 mois. C'est frais, mais c'est plus non plus tout frais, quoi. Ça avait commencé Vas-y, d'ailleurs, on avait commencé avec Abdel. On s'est rencontré, Abdel qui m'a onboardé sur l'écosystème Starknet. On s'est rencontré à Lisbonne, où j'ai rencontré aussi les gens de Starkware. Je connaissais un peu Clément de Paris. Et en gros, c'était parti, pour la petite histoire, c'est parti d'un tweet du co-inventeur de Kero, donc le langage de Starknet, qui nous a dit en gros, Kero, c'est un langage qui est plutôt expressif. A priori, on peut coder ce qu'on veut. Et donc, la promesse de Kero, c'est que ZK by design, tout ce que tu écris en Kero est prouvable. Donc, c'est bien pour les rollups ZK parce que tu juste deviens ZK. Enfin, on n'est pas obligé de passer trop de temps dessus. On pourra revenir si on veut définir ce que c'est. Et a priori, tu peux écrire le VM, tu peux écrire l'Ethereum Virtual Machine en Kero. Et en fait, ce que ça te fait un peu magiquement, ce qu'aucune autre rollup n'a, c'est que si tu écris le VM en Kero, tu as by design une ZK rollup EVM. Donc, tu as by design ce que propose ZK Sync, Linea, Scroll. Et de ce pari un peu, de cette idée, on a formé un peu l'équipe. On a tous les gens de l'écosystème Starknet qui sont réunis. À la base, Clément et moi, on était dans un environnement d'open source devs qui s'appelle Honeydust. On s'est unis avec Abdel qui est lead. Comment on appelait ça? L'exploration team de Starknet. Où en gros, Starkware en fait fait un truc hyper intéressant de kickstarter des projets et de donner un peu des directions aux builders pour, disons, se réunir autour de projets infra qui sont vraiment intéressants et innovants et créer une sorte de symbiose entre les builders intra-Starknet et les builders de l'écosystème open source. Et donc de là, on a buildé Kakarot. Qu'est-ce qui est cool un peu à retenir, c'est qu'en 2 mois, on avait 100% des opcodes, donc de toutes les instructions de l'EVM écrites. Et ça, c'est possible parce que Kero, c'est un langage intermédiaire. Et donc, beaucoup d'étapes, on a pu bâtir sur l'existant. C'est-à-dire que on n'a pas de cryptographe dans l'équipe. Tu vois, on fait une ZK rollup, mais on n'a pas besoin d'avoir des cryptographes. Les cryptographes, ils sont chez Starkware. Ils ont écrit la technologie Starkware. Et nous, on est des ingénieurs. On est venus emprunter la technologie Starknet de tout l'écosystème qui nous permet d'être ZK. Et on a écrit notre VM. J'ai peut-être eu l'occasion de faire une petite parenthèse parce que je pense que c'est pas forcément clair pour le grand public exactement. On dit technologie, Starknet. Enfin, c'est quoi en fait la stack? C'est quoi Starknet? Voilà. Donc, il faut repartir dans l'ordre. Je pense qu'il y a Starkware, dont Abdel a le t-shirt et qui est donc l'employeur d'Abdel, qui est une entreprise privée et qui a développé les technologies autour des Stark. Les Stark étant, on va dire, un système de proving. Donc, on parle de maths appliquées. On ne parle pas encore de blockchain à ce niveau-là. Et ils ont développé autour un langage qui s'appelle Cairo, qui permet d'exploiter facilement ce système de proving. Et avec ce langage, ils ont développé encore par-dessus, on va dire, une surcouche applicative blockchain qui s'appelle Starknet. Donc, quand on parle de la stack Starknet, on parle de Starknet qui est un programme Cairo qui tourne sur la Cairo VM, qui est une machine virtuelle qui exécute du langage Cairo, qui est un langage développé par Starkware pour marcher bien avec le système de proving de Starkware. Voilà. Donc, dans C'était censé être plus compréhensible par le grand public, ça? Pour moi, tout est compréhensible, mais ouais, Starkware, entreprise, Starknet, logiciel qui tourne sur Ethereum. Disons que c'est un logiciel particulier qui tourne sur le produit principal de Starkware, qui n'est pas, on va dire, Starknet, qui est une application, mais qui est le langage plus la machine virtuelle qui va avec.
Et disons que Starknet est une application de ce langage pour faire une blockchain. Il se trouve que le langage est aussi utilisé dans la blockchain. Bref, Kakarot est aussi une application de ce langage. En vrai, c'est pas con. Il y a quelqu'un qui dit mettez un schéma. Vous n'avez pas un schéma sous la main. En vrai, c'est pas con. Est-ce qu'on a un schéma sous la main? Si vous l'avez, vous pouvez faire partage Ce qu'il d'écran. faut capter, disons sinon en 2 mots, c'est que Starknet, c'est certes une blockchain, mais c'est avant tout, d'un point de vue de software engineering, l'utilisation d'un nouveau langage informatique qui s'appelle Cairo. Il y a Python, il y a JavaScript, il y a Rust, il y a Go, il y a ce que vous voulez. Starkware a développé un nouveau langage, Cairo. Et avec Kakarot, on a utilisé ce nouveau langage, Cairo, pour faire comme les autres clients Ethereum, pour faire comme Get, pour faire comme Ret, pour faire comme Ethereum JS. Mais il se trouve que ce langage, comme il est fait par Starkware, il peut être prouvé. Donc, de fait, ça nous fait un Zcash. Ok, Je vais partager l'écran vite fait. Vas-y. Le petit schéma partage qu'on a et fait avec Abdel. Et merci Houchen pour la coupe. Ouais, je suis pas sûr. Il t'a dit quoi? Il t'a dit Psahatek, Sahab pour la coupe. Ouais, C'est pas. Vas-y, alors. Il y a un texte Sahab, quoi. Du coup, ça c'était en plus un schéma qu'on avait fait pour le Starknet CC avec Abdel, qu'on avait présenté devant la communauté Starknet pour expliquer comment marche un peu la stack Starknet, Kakarot et Ethereum. Donc là, ce que vous avez un peu sur le schéma, c'est déjà le fait qu'il y ait les deux carrés, Starknet et Ethereum. C'est un peu pour présenter ce que c'est une L2. Finalement, une L2, c'est une blockchain qui exécute vos contrats, vos DApps, etc. et qui, tous les X temps, dépose une preuve sur Ethereum L1 de tout ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que Abdel, tout à l'heure, disait qu'une L2, ça hérite de la sécurité d'Ethereum. C'est parce que vous avez des sortes de checkpoints et qu'entre ces checkpoints, vous exécutez vos transactions en attendant le prochain checkpoint pour avoir votre sécurité, quoi. Et Kakarot, qu'est-ce que c'est? C'est du code Cairo où on a réécrit toutes les instructions de l'EVM. Et donc, under the hood, on est sur la technologie Starknet. Et donc, finalement, vous, en tant qu'utilisateur, quand vous allez sur Kakarot, vous allez ouvrir votre MetaMask, vous allez aller sur Uniswap, vous allez exécuter un swap et vous allez envoyer votre EVM transaction signée. Et under the hood, en fait, ça va runner du code Cairo au lieu que ce soit dans un client classique Ethereum. Optimism, par exemple, c'était un fork de Geth, il me semble, donc c'est du Golang. Ben, nous, c'est du Cairo. Les gens ont écrit l'EVM en Golang ou en Rust, comme Ret, et nous, on l'a écrit en Cairo. Et à la fin des fins, vous allez exécuter ce qu'on appelle une state transition. C'est-à-dire que vous aviez 10 Ethers dans votre compte, vous n'aviez pas d'NFT, vous allez acheter quelque chose, vous allez perdre des Ethers, gagner un NFT, et ça, c'est le state au moment N+1. Quoi. Donc, finalement, ce que fait une EVM prouvable, c'est simplement exécuter votre transaction et avoir une technologie qui permet d'attester que cette transaction s'est passée avec intégrité. Ok. Et donc, ça veut dire que d'une certaine façon, vous pourriez très bien avoir d'autres VM type Solana en Cairo, si vous vous y amusiez. Et donc, si vous aviez une VM qui parallélise les calculs, tout en restant sécurisé, vous pourriez très bien avoir quelque chose de beaucoup plus performant que le VM. Je dis ça parce que là, je fais mon petit chiller Solana, mais tu vois, on a eu Solana, après on a eu le projet Néon, dont on nous en a parlé la première fois, je dirais, vers octobre-novembre 2021, qui était en fait de l'EVM sur Solana, mais eux, ils ont fait l'effort, au-delà de faire de la simple VM, d'essayer de voir comment on pouvait paralléliser les transactions EVM pour profiter de la pleine puissance des calculs sur Solana. Là, en ce moment, on voit cette fameuse narrative parallèle EVM revenir sur d'autres projets comme C-Network, comme Monad, Néon, et c'est évident que de nombreux Layer 1 et Layer 0 vont s'y mettre aussi pour essayer de surfer sur ce buzz pour se faire une petite santé. Est-ce que ce serait quelque chose d'envisageable peut-être sur un Kakarot V2 ou sur un projet annexe pour pouvoir faire de l'EVM de manière beaucoup plus performante sur Cairo? Moi, je ne vois pas trop de limites parce qu'à la fin, en fait, il y a des algorithmes, je pense, de parallélisation qu'on peut implémenter dans un langage ou dans un autre. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, je pense que sur Starknet, il y a déjà une espèce de parallélisation optimiste qui est faite où ils tentent de runner en parallèle et puis s'ils se rendent compte qu'il y a un conflit, clac, résolution. On l'avait dans la version en Python, là, il n'y est plus, mais elle va revenir, la version optimiste parallélisation. D'accord, ok. Vers de la déterministique parallélisation. Là, c'est de la parallélisation contrôlée dans laquelle tu sais. Donc, par exemple, il faut implémenter comme des trucs comme les access lists où tu sais exactement quelle transaction va toucher quelle partie du state. Comme ça, tu peux paralyser celle qui touche faire un graphe de compilation et savoir exactement dans quel ordre il faut runner les trucs. Enfin, en tout cas, à la fin, la réponse est probablement que oui, on puisse le faire aussi, puisqu'on est uniquement en train de développer, comme dans un autre langage, mais c'est avec Cairo, les fonctionnalités de l'EVM. Quelque part, on fait un client. On peut dire en très simple, on fait un client Ethereum. Alors bon, c'est assez gros, donc on n'a pas encore tout fait.
Mais si un client peut le faire, on pourra le faire aussi. Il y a une question dans le chat qui dit tout le monde devient positif sur Solana. Qu'est-ce qui a changé? Le prix. Non, je rigole. C'était un petit troll. Qu'est-ce que c'est Et il y a des gens aussi qui veulent. C'est vrai, hein, non, mais Il y a- clairement, Oui, évidemment. le prix, évidemment. Oui, oui. Il y a plusieurs personnes qui ont demandé que je parle de Enrogable. J'en parlerai après. Mais d'abord, est-ce qu'après ce schéma technique et toute cette complexité, vous pouvez donner des petites alpha leaks pour exciter un petit peu les troupes? Au sujet de Kakarot. Ça peut être intéressant. Ouais. Je pense que c'est le moment d'exciter les troupes là. Bah, je t'en prie, Clément. Bah, bon, mais non, mais donc voilà, je dis que le projet, ça fait quand même 1 an et 2 mois qu'il est initié. Comme Elias l'a dit, on a rapidement eu 100% des opcodes. Ça veut dire qu'on était capable de faire tourner les transactions. Voilà, on a déployé des apps type Uniswap chez nous en local. Après, bon, on était quasiment prêt pour faire un testnet et on a préféré prendre un peu de temps pour pour essayer les plates nous-mêmes et pas les filer à la commu, on va dire. Donc là, on s'est rendu compte qu'on était plus proche du POC que du MVP. Bon, donc après ces petits détours, voilà, là, le MVP, on peut dire qu'il est bien stable. On va embarquer tout ça dans des nœuds. Voilà, je pense qu'il faut s'attendre à avoir un testnet Fais pas le timide. Ouais. Il faut s'attendre à avoir un testnet dans le trimestre. Ok. Voilà, je pense qu'on peut dire dans le trimestre. C'est-à-dire un nouveau layer EVM qui fonctionne avec MetaMask qu'on va pouvoir essayer. Oui, et Damask, toute la clique. Enfin, de toute façon, pour un utilisateur final, normalement, il n'y a pas trop à se poser de questions. Les outils sont les mêmes. Bon, on change de réseau s'il faut, mais derrière, tout fonctionne pareil. Et même pour les développeurs, on est sur Foundry, on est sur EtherJS, on est sur Web3py, on est sur ce qu'on veut. Mais tout ça, c'est bonnet blanc et blanc Et bonnet. comme c'est du testnet, ça n'engage pas de fonds propres. Et comme c'est du testnet, c'est un engagement propre. Et testnet qui sera probablement reboot d'ailleurs plusieurs fois. Donc, voilà. Ok. Nous, ce qu'on a envie, c'est aussi d'inviter les gens qui veulent innover et qui, en gros, ont un peu envie d'explorer la roadmap Ethereum, parce que Ethereum, ça ralentit, au sens où un EIP, ça peut mettre 2-3 ans à émerger. Abdel le sait, puisqu'il a poussé 1559. Mais aussi, il y a beaucoup d'innovations, parce qu'il y a peut-être plus de regards que sur d'autres blockchains. Je ne sais pas si c'est les chiffres qui sont cohérents, mais c'est 80% du mindshare ou des devs, ou même plus, non, Abdel, dis-moi si je dis des bêtises. Et la communauté, 80% des devs crypto. Ah oui. Ouais, donc, il y a énormément d'innovation. Et quelque part, Kakarot, c'est aussi un bon labo pour innover. Par exemple, on parlait tout à l'heure de Account Abstraction. Kakarot, c'est un bon labo pour innover. Donc, tous les gens qui veulent un peu venir sur le testnet, builder des trucs cool, nous, on est à 100% à les supporter. Des gens qui veulent build des apps mobiles où, en fait, finalement, tu ne vois jamais ta clé privée, tu n'as que ta Face ID. Et si tu perds ton portable ou qu'on te le vole, c'est ton frère qui débloque ton compte. Tu vois, des choses qu'on aimerait voir en crypto qui seraient vraiment cool. Et nous, on veut les voir. Il y a Georgios, le CTO de Paradigm, qui disait récemment Make Layer 2 experiment again, qui déplorait le fait qu'il y a juste des copy-pasta pâles qui ne cherchent pas à innover. Là où c'est la puissance des Layer 2, c'est d'aller plus vite que le L1. Si tu te contentes juste de catch-up ce que fait le L1, tu as perdu. Donc là, Kakarot, c'est vrai, c'est la promesse d'aller plus loin, d'expérimenter des choses, d'innover, ce genre de choses. C'est un peu la promesse de ce qu'on a, du pari technique qu'on a fait sur Kero, c'est de dire qu'en fait, on fait de l'ingénierie, on est beaucoup plus léger. On est une team de 6 et quelque part, ça nous permet d'adopter des EIP en avance en mode canary. On teste, on itère avec la commu, on voit ce qui est vraiment important pour les devs, pour les users aussi. Et on essaye de faire un truc vraiment, vraiment, vraiment cool, quoi. Mais du coup, il y a plusieurs personnes dans le chat qui ont posé la question de testnet incentivé. Ouais, j'allais y venir. Avant ça, juste, tant qu'il n'y a pas d'app sur Kakarot, comment on teste? On peut juste faire de la transaction au moment du testnet. Oui, alors le but, c'est vrai que ce sera de lancer le testnet déjà avec quand même quelques dApps qui seront dessus, d'encourager aussi les développeurs à déployer même des dApps sur le testnet. Selon la stratégie technique qui n'est pas encore complètement déterminée, on aura ou non la possibilité d'avoir un testnet incentivé. Ça dépendra un peu de comment les nœuds sont faits. Si les nœuds le permettent, évidemment qu'on fera un testnet incentivé pour être tout de suite assez décentralisé. Après, peut-être que finalement, on ne pourra pas. Voilà. Ça, c'est pas Alpha. Parce qu'on a quand même envie de lancer ça plutôt plus tard. Donc, si jamais ça devait nous ralentir trop, évidemment, on préférerait quand même pouvoir lancer le testnet pour tester le VM, tout le système. Ça, ce sera à voir. Mais c'est vrai que, comme Elias l'a dit, en fait, l'innovation, dès lors que nous, on a fait ce choix de développer en Cairo, et ce n'est pas forcément évident pour le grand public, en fait, il y a tellement de choses qu'on n'a pas besoin de faire parce que c'est Starkware qui s'en occupe. En fait, qu'on peut vraiment, nous, si on prend une EIP, un ingénieur 2 semaines, ça dépend des EIP, je veux dire, mais peut-être ou 2 ingénieurs 1 mois, c'est des ordres de grandeur qui sont assez restreints, on peut décider de la tacler et hop, de la mettre en prod. Et d'un coup, il y a une EVM, quasi EIP qui est disponible.
mais qui reste, on va dire toujours, state of the art des L2 Rollup, c'est-à-dire qu'on reste du ZK EVM. On n'a pas dû dégrader, on n'a pas perdu. Aujourd'hui, tu ne peux pas lancer, si tu lances un L2 qui est pas prouvé ni rien, bon, bah, c'est juste un polygone, mais du coup, c'était en 2017, c'était en 2023. Ouais. Les gens n'arrivent pas, enfin voilà, ils sont plutôt concentrés sur la nouvelle version. Donc il faut être prouvé, il faut être ci, il faut être ça. Nous, de fait, on n'a pas besoin de s'en occuper, puisque c'est Starkware qui s'en occupe. Donc on peut être concentré sur aller chercher des EIP intéressantes pour avoir des cas d'usage intéressants. Très intéressant. Ouais, la flexibilité de Kakarot est vraiment très forte. Parce que là, pour faire l'équivalent de ce que vient de dire Clément, implémenter une EIP très rapidement avec un ingénieur, les autres ZKVM ne peuvent pas le faire en fait. Ils vont devoir descendre bas niveau sur implémenter des choses potentiellement très complexes et tout. Bon, certains ont des langages intermédiaires, pseudo-intermédiaires, pas aussi évoluer que Cairo, qui leur permettent de gagner du temps. Mais Cairo, tu peux aller beaucoup plus vite que. Pourquoi que tu pourrais développer, parce qu'aujourd'hui, le game des autres ZKVM, on va les citer, on a Polygon, ZK-Sync, mais encore. Linéa, Scroll, tout à fait. Taiko, qui ont levé apparemment en private des sommes aberrantes aussi. De toute façon, tous les gros layers 2 comme ça, je pense que ça envoie un pognon de zinzin, et je pense qu'il y a des farmers, pour ceux qui nous écoutent, hein, je pense que les farmers d'airdrop, vous pouvez aller tester tout ça aussi par grande curiosité. Mais ouais, du coup, vous m'expliquez que Cairo, ça tabasse. Ça tabasse la concurrence. Ok. Ça tabasse. Alors évidemment, il y a toujours un compromis. C'est que plus tu es au niveau, moins tu es censé être performant. Donc après, il faut voir si la performance du langage avec le langage Cairo plus la Cairo VM, ou alors évidemment comment ça va tourner, ça va être le bottleneck. Donc nous, on fait le pari que ça ne le sera pas. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que du coup, tu es censé perdre un peu en performance au runtime, mais en revanche, tu gagnes en performance de développement. Et nous, typiquement, pour Kakarot, faire une ZK VM, on va dire qu'en moyenne, c'est 2 devs 4 mois. Voilà. Donc, tu vois où en sont les autres, combien de temps ça leur prend. Nous, on en a déjà fait 2, parce que Cairo, il y a 2 langages, en fait. Bref, il y a eu une mise à jour. Donc, on a fait une première, elle est arrivée au stade d'MVP, et on a recommencé de 0, genre le 1er septembre. Et on a atteint, là, maintenant, le 30 décembre, une deuxième, qui a eu le même niveau, qui passe tous les tests, tous les tests, on va dire, pertinents au moins Ethereum. Il y a 20 000 tests Ethereum officiels. On va dire qu'il y en a 50% qui concernent globalement l'applicatif, et il y en a 50% qui sont sur des cas plus spécifiques. Pour le moment, on a les 50% généraux, on va dire. Les cas plus spécifiques, on ne les a pas fait. Mais bref, les ordres de grandeur, c'est ça en termes de vitesse de développement. Et quel intérêt d'avoir changé, d'avoir fait une deuxième, du coup? Ça, on pourrait poser la question à Abdel. C'est que Starkware il y a plein de conférences de Starkware qui expliquent, mais Starkware a fait le langage Cairo dans une première version. Je pense qu'ils l'ont développé entre 2000 et 2022. Et à un moment, ils ont fait un reboot total du langage basé sur leurs apprentissages, mais ils sont repartis from scratch, c'est une nouvelle forme de langage inspirée de Rust, et ils ont tout recommencé de zéro. Et donc, ça s'appelle toujours Cairo, mais c'est comme Python 2 ou Python 3. En fait, c'est 2 langages qui sont différents. Alors, il y a plusieurs raisons de pourquoi Après, c'est peut-être trop technique, on s'en fout. Ok, là, on a balancé de l'alpha, peut-être c'est suffisant. Non, mais... Si tu veux, je peux expliquer. Mais mais de toute façon, en tout cas, pour moi, j'ai compris, c'est qu'effectivement, Cairo, il ressemblait à une certaine chose avant, il a évolué depuis, donc vous êtes adapté au nouveau Cairo. Voilà. En gros, pour donner le TLDR de pourquoi le nouveau Cairo, donc il est plus sexy, plus attractif pour les devs parce qu'il est plus simple, plus haut niveau, et il ressemble beaucoup à Rust, qui est un langage qui est très populaire, notamment dans l'industrie crypto en général. Donc ça, c'est la première raison sur le côté ergonomique pour améliorer l'expérience de dev. Et après, il y a des raisons qui sont liées à l'évolutivité. Donc en gros, ce nouveau Cairo, il est plus flexible pour accepter des futurs changements. En gros, on veut faire des énormes changements progressifs plus tard pour améliorer le système de proving et d'autres choses. Et en introduisant cette nouvelle version de Cairo, ça sera abstrait pour les développeurs pour ne pas faire des changements qui vont tout casser. Donc on décide de faire une grosse cassure maintenant pour être safe pour les prochaines années, pour faire des changements drastiques sans faire de grosses cassures, en gros. Sims legit. C'est un peu ça. Et du coup, Starknet, là, ça tourne bien. Il n'y a pas eu de mauvaise surprise, par exemple, je sais pas, un meme coin ou un truc qui a tourné, qui a saturé la chaîne, qui l'a fait sauter. Tout s'est bien passé jusqu'à présent? Non, on a eu des petits soucis avec des inscriptions. Comme tout le monde, on a eu notre vague d'inscriptions foutu la merde. On n'a pas eu de downtime quand c'est arrivé. On n'a pas eu de downtime, mais ça fait une grosse conjection. C'est-à-dire qu'on a accumulé un backlog qui était plus gros que ce qu'on pouvait éponger. Donc, ça veut dire que, grosso modo, d'un point de vue user, les temps de transaction étaient devenus très lents.
Il fallait attendre plusieurs minutes, là où maintenant, tu peux avoir une inclusion dans les 10 secondes, si tout se passe bien, 20 secondes, 30 secondes. Et là, comme on avait un backlog qui s'accumulait à cause des inscriptions, et il s'avère qu'en plus, les devs qui avaient fait ces inscriptions, c'était une implément qui n'était pas du tout optimisée, donc elle consommait beaucoup trop de bande passante. Alors que normalement, le use case des inscriptions, c'est littéralement fait pour juste envoyer de la donnée et rien faire, tu vois. Mais ils avaient fait une mauvaise implème qui saturait. Bref, on n'a pas eu de downtime, mais on a accumulé un backlog qui fait que ça a dégradé l'expérience utilisateur pour tout le monde. Donc sinon, globalement, il y a quelques semaines, on avait eu un petit downtime de 9 minutes. Donc on a eu un problème au niveau du séquenceur. Mais sinon, à part ça, au niveau stabilité, on commence à être vraiment pas mal. Bon, il faut savoir que tout le monde a des downtime dans un monde centralisé, c'est normal malheureusement. Donc c'est l'un des gros problèmes des L2, il faut être très clair là-dessus. Tant qu'on est centralisé, donc il y a des problèmes de résistance à la censure et de liveness. Donc c'est des raisons qui nous poussent de plus en plus à accélérer la roadmap pour la décentralisation. ZK Sync récemment, ils ont eu un downtime de 5 heures, hein. Donc c'est énorme. Donc voilà. Donc l'idée, c'est que là, tu as un séquenceur centralisé, le séquenceur, il bug, il saute, ce que tu veux, ça fout la merde partout. Et donc l'idée, ce serait d'avoir un écosystème de séquenceurs. Et si possible, peut-être avant la sortie du jeton. Comment... Non, okay. Ce ne sera pas possible. Après. Réalistiquement, pour être honnête, ce sera après. La décentralisation des L2, c'est pas un sujet qui est simple. Il y en a peut-être beaucoup qui se disent mais pourquoi c'est centralisé, c'est pas normal et tout. Enfin, il faut savoir que on décentralise pas un L2 de la même façon qu'on décentralise un L1, et surtout, on le fait pas pour les mêmes raisons qu'on décentralise un L1. Il y a beaucoup de confusion sur l'impact d'être centralisé, qui disent mais en fait c'est centralisé, c'est de la merde et tout. Il y a plein de problèmes du fait d'être centralisé, mais c'est pas les mêmes problèmes que la centralisation dans L1. Ça, il faut être très clair là-dessus. C'est-à-dire que jamais un opérateur d'un L2 centralisé, un ZK Rollup, pourra aboutir à une state transition, à un mauvais state. Il ne pourra pas faire une corruption d'un état. Il ne pourra pas faire une opération, jamais. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est de la censure et c'est mauvais pour la liveness. D'accord ? Donc, c'est pour ces deux raisons qu'on va décentraliser. Mais pas pour la sécurité en tant que telle. La sécurité, elle vient des zero knowledge proof et ça, tu peux l'avoir avec un seul acteur dans le réseau. Oui, voilà. Pour les optimistic rollups, c'est pas vrai ce que tu dis. Ah non, je parle des ZK Rollups. C'est pour ça que j'ai bien précisé les ZK Rollups. Ouais. Ok. Donc, si tu es sur OPI ou sur Arbitrum aujourd'hui, tu pourrais te faire. Exactement. Ouais, tout à fait. Ok. Voilà, il y avait ça. Et il y avait des gens qui voulaient que je parle du projet Unruggable. Unruggable, ouais. On peut parler d'Unruggable. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Qu'est-ce que c'est D'accord. Ok. Donc, on a eu un début de Memecoin saison sur Starknet. D'accord, ça commence. Et comme toutes les Memecoin saisons, c'est la jungle. C'est-à-dire que c'est l'énorme Far West. Poule à tout va. Donc, je me suis dit, allez. Est-ce qu'on peut empêcher les memecoins ? Non. Il y a toujours des gens qui vont essayer de ape et de faire 1 fois 1000, 1 fois 10 000. Avec le temps, je l'ai accepté ce fait qu'on ne pourra jamais empêcher ça. Tu peux faire toute l'éducation du monde. C'est normal qu'il y ait des gens qui veulent rêver. Ils ont vu des belles stories de gens qui, avec quelques poignées de dollars, sont devenus millionnaires, etc. Et je ne suis personne pour juger quiconque de vouloir aspirer à la même réussite. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on ne peut pas stopper ça. Donc, à minima, ce qu'on peut faire, c'est d'essayer d'avoir des règles un peu plus faires pour tout le monde, pour les gens qui lancent des memecoins. Donc, ce qu'on a fait avec Unruggable, l'idée, c'est un nouveau projet que j'ai lancé dans la team Exploration. Et l'idée, c'est de se dire, on va faire un standard de memecoin où on va mettre des protections on-chain contre les rug pools. Par exemple, quand vous allez lancer un token avec la plateforme Unruggable sur le site web, qui va bientôt être live, dans 1 semaine, on espère qu'elle sera live. Ok. Vous allez lancer votre memecoin, vous allez choisir le nom, le symbole, la supply, etc. Mais dans le code lui-même, on va forcer qu'au déploiement du token, les LP tokens, donc les liquidités, vont être lockées. Qu'est-ce qui se passe ? Quand vous lancez un token, vous allez le mettre sur un AMM. Vous voulez qu'il soit tradé sur un équivalent d'Uniswap, par exemple. Ouais. Donc, vous allez créer une paire sur l'AMM, vous allez ajouter des liquidités. Et c'est quoi le process typique d'un rug pool ? La team crée son token, crée des liquidités, mais il ne les lock pas. Ça veut dire qu'ils ont le contrôle total des liquidités. Les premiers des gens vont arriver, ils vont ape, ils vont être contents, ça va faire x100. Et là, rug pool, la team retire les liquidités et ils partent avec la caisse. En gros, c'est ça la forme la plus simple. Donc nous, déjà, ça sera littéralement impossible de faire ça, puisque quand tu vas créer ton token avec notre plateforme, ça va locker automatiquement, c'est le code lui-même en KRO, qui va locker les LP tokens pour minimum de 6 mois. Donc tu sais que pendant 6 mois au minimum, la team ne pourra pas enlever les liquidités. Ensuite, on rajoute des protections anti-bot pour par exemple rajouter un maximum de buy par transaction, etc. pour éviter que quelqu'un snipe tout au début, des mesures un peu plus avancées aussi pour contrer les bots, de sniping, ce genre de choses. L'idée étant de dire, OK, on ne peut pas empêcher ça, limitons les dégâts et essayons de donner un environnement, j'irais pas dire jusqu'à un safe casino, mais
un truc où moins les règles, tu les connais à l'avance et elles sont claires parce que c'est un code aussi qui est open source et tu connais les protections. Et en fait, si tu trades que ces tokens-là, bah, tu sais au moins qu'il n'y a pas de rug pull. Donc, bien sûr, c'est fois 1000 parce que le token peut se casser la gueule, mais au moins tu sais qu'il n'y a pas de rug pull. C'est comme la viande fabriquée en France. Enfin, fabriquée en France, c'est le label du jeton. T'achètes ce truc, il est bio. C'est ça. Il est bio. Tu vas pas te faire rug la gueule les 6 premiers mois. Voilà, tu vas pas te faire rug la gueule. Voilà. Donc l'idée c'est ça. Et c'est une initiative de Starkware. Ouais, donc c'est la team exploration dont je fais partie, que je lead de Starkware, qui ont lancé ça. Et du coup, c'est un projet communautaire. Donc on a des gens de l'écosystème Starknet qui build avec moi et ma team. Et du coup, c'est un projet open source, donc on va le déployer, tout le monde. Et c'est un code qui sera aussi audité, on va le faire passer par des audits de sécu, etc. Incroyable, ok. Donc totalement assumé par l'entreprise Starkware. Nous, on lancera pas de token avec. On lance la plateforme qui permet aux gens de lancer les tokens. Clairement, on lance ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est assumé. S'il y a un rug derrière, c'est assumé. Précise assumé. Ah bah, non, Unruggable, c'est dans le nom. Non, mais Unruggable, c'est dans le nom. Donc, s'il y a un mec qui trouve une faille et qui rug à la tête des gens avec un jeton Unruggable, c'est dans la gueule de Starkware. C'est un bon point. Alors non, bien sûr, on mettra... Qu'est-ce que tu nous dis non, évidemment que non. Non, par contre, la matrice de risque et ce qu'on prevent, c'est-à-dire sur ce qu'on est prémuni dans le code sera mis noir sur blanc. On sera clair sur ce qu'on n'empêche pas. Et bien sûr, il y aura un non-disclosure. Non, il n'y aura pas du tout de responsabilité engagée, évidemment. Par contre, ça sera open source. Enfin, c'est déjà open source. Et la matrice de risque sera transparente. Et on dira les audits de sécurité qui ont été faits. Mais pareil, ça ne veut pas dire pour ça en bug free et compagnie, pour être très clair. Non, mais d'accord. Mais ce n'est pas ta responsabilité. Mais il y a le consensus social. Donc, si ça part en sucette, on espère que ça ne part pas en sucette. Bah oui, c'est mieux. Non, mais c'est une belle initiative. Ouais. C'est une belle initiative. Attention, c'est juste que on n'est jamais assez étonné de la capacité du marché à siphonner les fonds. C'est vrai que sur ce marché, les gens sont très forts. Ouais, après, c'est vrai, j'ai vu plusieurs fois des gens m'ont fait ce feedback-là, mais ceux qui me disent ça, je leur réponds simplement, est-ce que c'est mieux de juste laisser le Far West et de laisser tout le monde se faire niquer sans essayer de rajouter un petit peu de mitigation de ces risques? Je pense pas. Moi, j'ai tordu le problème dans tous les sens et je pense que c'est mieux de tenter de faire quelque chose comme ça que juste de rien faire et de dire, allez, vous faire foutre, c'est la jungle. Je pense aussi. Tu vois, c'est juste promouvoir une culture plus safe. Justement, si on a le layer social qui se dit, OK, allez plutôt trader là-dessus si vous voulez vraiment faire du même coin, tentez au moins ça, c'est peut-être un peu mieux. Tu vois, peut-être que l'un dans l'autre, on réussira. Ça sera aussi à mettre un peu plus de pression sur ceux qui n'utilisent pas ces trucs-là, sur ceux qui ont des pratiques obscures. Peut-être que ça va incentiver les gens à avoir des pratiques plus claires, du code open source, ce genre de trucs. Tu vois, c'est un peu ça. Et puis, d'un point de vue marketing, chaque layer 1, layer 2, etc. doit avoir son meme coin et avoir le standard qui fait office plus ou moins de launchpad du meme coin. C'est aussi une belle incentive pour amener du monde chez vous. Ça, c'est sûr. Ça a été pensé comme ça aussi, je pense. Et c'est bien. Il l'assume. J'apprécie. Et du coup, on va revenir sur la question. J'ai pas entendu la dernière question. Non, mais juste que je m'assure que j'ai pas répondu à un truc. Non, mais c'est que le meme coin, c'est un super moyen. Le meme coin, c'est un super moyen de faire venir des gens sur son layer. D'accord. Oui, après, nous, on va pas aller faire une avalanche. Tiens, il y a Gourou, on va pas aller faire une Mingoon qui dit on va investir de manière massive dans les meme coins. Ouais, après, moi, regarde. Je m'en fous. Mais juste, on n'en est pas là, clairement, juste pour très clair. On met une plateforme, du code, etc. Pour, ça, c'est un peu moins la jungle, mais en aucun cas, on va investir dans du meme coin. C'était pas ça la réflexion piège, c'est que tu vois. Moi, j'aime pas les gens, je le dis, j'aime pas les gens qui cherchent à vouloir faire les white knight ou dire je lave mon linge plus blanc que blanc. Tu vois, les ICO, c'est le jeu, les NFT, c'est le jeu, etc., etc. Ethereum, il a explosé en 2017. Merci aux ICO, quoi qu'on en dise. Solana s'est fait une superbe santé avec les NFT sur le bull run de 2021. Les meme coins font partie de la culture crypto. Les gens raffolent de meme coins. C'est un super moyen pour les gens qui ne sont jamais mis dans les crypto-monnaies de s'y mettre. Et n'importe quel investisseur, un minimum des gènes, a des miettes de capital sur des meme coins. C'est un fait. Parce que c'est un road to zero où... oui, non, c'est pour ça. Moi, je te dis dès le début, je ne jette pas la pierre à ceux qui espèrent ça. Je te le dis très clairement. Il y a quelqu'un qui demandait si le projet était open source. Je t'ai mis le lien du GitHub. Est-ce que tu peux le partager? Et la personne demandait aussi si on pouvait contribuer. Oui, tout à fait. Vous pouvez contribuer et les contributions sont rémunérées. Donc, si vous contribuez à ce projet, vous avez donc en plus. Et comme tous les projets. C'est ça aussi, peut-être par rapport à ce que tu as dit, KP, ça reste un projet qui est fait par la communauté sur Unleadus. C'est-à-dire que Starkware soutient, mais tu sais, il y a plein de blockchains, je pense, qui financent plein de projets via les grants.
Et là, c'est vrai que si l'idée, tu vois, du projet Abdel, peut-être que tu l'as poussé un petit peu, à la fin, ça reste développé par des contributeurs open source qui sont rémunérés comme n'importe quel protocole pour filer des bourses pour n'importe quel projet. Tu vois. C'est pas complet, c'est pas, on peut dire, un projet Starkware, tu vois. Ok, ok. Ça passe par une Au ligne. sens large, Ok, ouais. très bien. Ouais. Très bien. J'avais noté d'autres sujets. Donc, on a parlé d'Ethereum, de plein de trucs. J'ai noté tout à l'heure que tu me parlais d'NFT compressés sur Solana. C'est un des sujets de Solana que je ne maîtrise pas du tout. Ça ressemble un peu à du Layer 2, je crois. C'est de la compression de données. Donc, qu'est-ce que c'est que ces NFT compressés sur Solana? Pourquoi ça t'intéresse? Et pourquoi tu aimerais t'en inspirer potentiellement pour vos écosystèmes à vous? Donc l'idée des NFT compressés sur Solana, d'ailleurs c'est un standard qui est de plus en plus utilisé. Je pense que l'écrasante majorité des collections NFT l'utilisent. Hein. Ça réduit de plus de 1000 fois les coûts pour minter une collection NFT. Donc en gros, l'astuce intelligente qui est assez maligne, c'est que en fait, en gros, soit tu te dis NFT, les données du NFT sont off-chain complètement. C'est-à-dire j'ai juste un lien vers quelque chose et ce quelque chose il est centralisé. S'il disparaît, direct. Soit tu te dis, je vais quand même avoir ta data on-chain, donc ce qui est le mieux, c'est le plus intéressant si tu veux faire aussi de la composabilité on-chain pour utiliser ces métadatas pour un jeu, ce genre de choses. Donc si tu veux pas choisir et quand même faire, mais ça coûte cher. Donc tu vois, toujours pareil, le même problème, si tu veux stocker ces data, ça coûte cher. Donc l'idée de coût. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils font dans Solana? C'est qu'en fait, ils envoient ces données de la transaction. Donc, tu imagines une collection NFT avec 10 000 items. Chaque item, il a des attributs force, attaque, blablabla. En général, c'est un JSON, un fichier JSON avec tous les attributs, etc. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont envoyer une méga transaction avec toutes ces données. D'accord? Ils envoient la transaction sur Solana, mais ils ne la stockent pas. C'est là où c'est intéressant. Ils la stockent pas. Ils l'envoient juste. Et en fait, quand tu envoies juste de la donnée et que tu la stockes pas, ça coûte pas cher parce que tu vas pas demander un travail énorme à la chaîne. Ce qui coûte cher, c'est de stocker pour toujours une donnée. Donc là, tu fais pas ça. C'est un peu comme une inscription, exactement. C'est exactement ça. Mais il y a pas que ça va plus loin. Donc ça, c'est la première étape qui effectivement ressemble à des inscriptions. Mais là où ils vont plus loin, c'est qu'en fait, ils utilisent des Merkle Proof qui sont une preuve d'inclusion de la data. C'est-à-dire que en fait, ils ont des RPC qui vont indexer ces données-là, c'est-à-dire des nœuds sur le réseau Solana, ils vont voir qu'il y a ces données-là, ils vont être capables de les indexer et les servir. Donc, ça veut dire que toi, en tant qu'utilisateur, tu vas pouvoir faire une requête à des nœuds RPC pour récupérer la data originelle, la décompresser. Le process de décompression, il se fait par un appel spécial à des RPC qui vont indexer. C'est un peu ça. Tu l'envoies en mémoire vive, et sauf qu'il y a des indexeurs spéciaux qui vont les prendre et les insérer quelque part. Mais c'est pas la chaîne en tant que telle, si tu veux. C'est un peu comme des services off-chain qui proposent ça. Mais en tout cas, n'importe qui regarde la chaîne, il est capable de reconstruire ces données. Et tu as des providers spécifiques qui sont spécialisés là-dedans pour servir ces données-là. Et en fait, tu peux même les modifier en envoyant des Merkle Proof, donc une preuve d'inclusion de la donnée. Donc, si toi, tu es le owner de la collection et que tu veux la modifier, tu vas devoir prouver que la donnée d'origine, elle est intègre avec une Merkle Proof et tu vas pouvoir la changer. Donc, en gros, c'est un peu ça. C'est un assemblage de techniques. Est-ce qu'en gros, ça veut dire que c'est par exemple, si jamais tu envoies toute la donnée dans le call data de la fonction, c'est le call et puis data, dans le body, tu fais juste catch-hack de tout le NFT et tu stores que le hash, et donc à la fin, c'est possible de tout reconstruire. Et puis mais en fait, stocker vraiment dans le storage du contrat, tu n'as que un hash, par exemple. C'est un Merkle root plutôt, mais oui, du coup, oui, exactement. C'est l'idée. Un bricolage pour réduire les coûts. Chiant. Il y a Guru qui dit ça, c'est chiant, la solution d'indexer off-chain. C'est vrai, mais après, c'est une question de trade-off. Si tu as assez de providers et un standard, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont poussé ce standard. À la base, c'est venu de. Comment s'appelle la marketplace NFT? Ouais, exactement. C'est venu de Metaplex, ce standard. C'est pas une marketplace, mais ouais. Oui, mais c'est venu de Metaplex, ce standard de compressed NFT. Et là, c'est devenu un standard qu'ils ont mis officiellement dans l'équivalent des EIP de Solana, dans les SPL tokens, un truc comme ça. Donc, c'est devenu un standard. Donc, pour répondre à Guru, oui, c'est chiant, mais à la limite, quand ça devient un standard, tu peux espérer que le tooling, tout va être compatible, tu auras de l'interopérabilité et compagnie. Alors, d'ailleurs. Et donc, potentiellement, j'imagine un projet dans lequel je ferai ça sur Starknet. Voilà, c'est une idée que j'ai potentiellement. Je vais faire une micro-parenthèse. Moi, je fais beaucoup l'éloge de Solana, mais s'il y a un truc qu'on peut dire sur Solana, c'est quand même une petite mafia. Et Metaplex, c'est clairement la mafia du NFT. C'est-à-dire qu'en fait, que vous compreniez bien, Metaplex, à la base, c'est quoi? C'est un dev ou plusieurs qui ont vu Solana, qui était fait pour faire de la transaction, et qui se sont dit, il n'y a pas de règle pour la NFT, je vais faire la règle. Et en fait, après, ils ont commencé à créer des outils, comme la Candy Machine. C'est une des choses qui nous a rapprochés d'ailleurs avec Abdel.
Oui, pour une histoire qui restera en off d'ailleurs. une histoire sombre, ouais. Parce que si je vous tease pour que ça vous foute bien la haine, parce que si vous saviez l'histoire, alors là, on est reparti dans un truc de fou furieux. Mais bref, peut-être qu'un jour on vous le racontera. Mais du coup, et la Candy Machine de Solana, c'est une boîte à fonctions où tu peux générer des NFT par centaines, milliers, etc., etc. En fait, tout le monde utilise Metaplex aujourd'hui quand il crée des NFT sur Solana. Mais ça aurait pu très bien être quelqu'un d'autre. Je crois que Magic Eden, d'ailleurs, marketplace de NFT cette fois, a voulu lancer un standard, mais ça n'a pas pris. Aujourd'hui, voilà. Je sais que Metaplex, c'est un jeton aussi. J'ai aucune idée à quoi il sert, mais voilà, je vous le dis si jamais vous voulez dig de votre côté. Et voilà, sur Solana, ça a toujours été un peu ça. À l'époque, sur les mafias de FTX, tu vois, tu as plein de projets qui se sont faits autour de FTX, comme Serum, qu'on connaît bien, mais tu as aussi Bonfida, etc. C'est souvent des gars qui ont bossé chez Alameda ou proches d'Alameda. Et il y a toujours eu des copains et d'autres, tu vois. Moi, par exemple, je m'entends très bien avec Quentin de Solanart, qui était la première marketplace de NFT sur Solana à succès. Et tu vois, jamais tu as vu la fondation Solana pousser Solanart. Par contre, ils ont poussé Magic Eden, etc. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils se sont rencontrés, ils ont bouffé au resto ensemble, etc. Mais c'est aussi ça, hein, l'écosystème des cryptos. Et, ça, c'est un gros problème. Garder une neutralité pour les fondations et tout, c'est très difficile. Ouais. Et Solana, il y a beaucoup de ça. Beaucoup de ça. Voilà. Donc, je tenais à faire cette précision-là. Des trucs comme ça. Tout à fait. Et il est devenu quoi, Quentin, de Solanart, du coup? Il a lancé d'autres projets, dont Rainfi, qui est, je crois, tu pouvais... Il est toujours sur l'écosystème Solana? Ouais, mais il fait probablement d'autres trucs parce que c'est un mec, c'est un tueur. Il trouve toujours là, les trucs à faire. Tu peux me le ramener? Je vais me le noter. Ramène-le-moi. Ping Quentin, Solana, ouais, c'est un gars, franchement, pour ceux qui nous écoutent en live, il a peut-être 25 ans. Depuis qu'il est adolescent, il fait des business, il m'a raconté des histoires. Vous voyez, ça, c'est des gars qui ont la niaque, quoi. C'est aberrant, les gars, comme ça. Mon associé CryptoPixou, c'est pareil, tu vois, il a fait des sites, il a fait plein. Ça s'arrête jamais. Et on va revenir sur nos autres invités, Elias et Clément, du coup. Donc, on a parlé de Kakarot V1 avec l'ancien Kéron, un Kakarot V2. Aujourd'hui, qu'est-ce qui occupe votre temps? Est-ce que vous vivez de cette activité? Je sais que vous avez levé de l'argent avec Kakarot, donc j'imagine qu'il va y avoir un jeton. J'imagine peut-être que ce sera un gas token. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi de ces choses-là? Parce que si vous avez levé, c'est que de l'equity, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ouais, on a levé de l'argent, on a créé une boîte en fait en France, hein, on a créé une SAS, tout ce qui est le plus classique, et on a levé de l'argent aussi de manière tout à fait classique. Je croyais qu'il allait dire tout ça, il m'a fait peur. Ouais, non, mais la structure est, enfin, du point de vue, je veux dire, oui, en effet, légal, c'est très classique, une boîte de R&D en France qui fait de la R&D et qui s'est engagée à faire de la R&D sur des clients Ethereum probables. Ça, c'est vraiment la boîte, et donc c'est là-dessus qu'on a levé de l'argent, et étant donné qu'on a levé, on peut maintenant se payer pour continuer ce développement. Et ce développement, comme on a dit, est en train d'aboutir au lancement d'un testnet, là, voilà, on va dire, au premier trimestre, qui aura pour but principal, de tester à grande échelle le cœur du réacteur, c'est-à-dire cet EVM probable, préparer l'éventuel lancement d'un mainnet. Lancement d'un mainnet. Token, bon, je me suis avancé, j'ai parlé de token. Vous n'en avez pas parlé, mais est-ce qu'il y en aura un? Est-ce qu'il n'y en a pas besoin? Est-ce que vous pouvez m'en parler? Donc, on n'est pas obligé de le faire, en tout cas. On n'est pas engagé. On n'est pas engagé, on n'a pas signé avec des investisseurs sur le fait qu'on était obligé de lancer un token. Après, c'est vrai que quand on a lancé Kakarot et qu'on a investi de l'argent, on ne sait pas encore exactement si on allait être un client sur Ethereum, par exemple, auquel cas, il n'y a même pas lieu d'avoir une blockchain, ou alors si on allait lancer effectivement notre propre layer, si on allait être un L3 solution sur Starknet, etc. Le futur était quand même assez large. C'est vrai que maintenant, on est parti dans la direction de lancer un testnet. Si le testnet se passe bien, évidemment, ce que tout le monde espère, il y aura probablement un mainnet derrière. Qui dit testnet et mainnet dit probablement. Il met tous les conditionnels possibles, il essaye de faire ça et ça. Voilà. C'est une question difficile. Non, mais après, on voit comment marchent les réseaux. C'est vrai que. C'est trop. Et Elias, en plus, Elias, il est super parce qu'il dit rien depuis tout à l'heure. Il l'envoie au front, ça me fume. J'ai vu Abdel. Alors que c'est Elias qui est censé prendre ces questions-là.
Non, mais Non, déjà, c'est pas Clément qui est censé gérer la partie technique. non, mais déjà Capé, t'avais posé des questions difficiles à Abdel. Il avait bien fait un zigzag anguillesque. Et là, Clément, il a fait incroyablement bien aussi. C'est super. Mais voilà, si testnet, mainnet, blockchain, ben voilà quoi. Après, faut que ça tourne. Faut que ça tourne. Évidemment, évidemment. Ça peut tourner sur ETH, ça peut tourner sur Stark, ça peut tourner sur un meme coin, sur une Ruggable. Ça, l'avenir nous le dira. En plus, on a trollé Très bien. aujourd'hui à propos de ça, c'était marrant. Très bien. Très bien. Écoutez, on est sur 1h14 de format, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez aborder ou est-ce que vous voulez clôturer là-dessus, messieurs? J'ai vu 2-3 questions sur Move. Ils me demandaient qu'est-ce que Ouais. je pensais de Move. J'aime bien Move, j'adore Move. D'ailleurs, nos ingénieurs les créateurs de langage Cairo aiment beaucoup Move et ils veulent utiliser certains concepts de Move comme le linear typing, ce genre de choses. Donc c'est encore un signe aussi qu'on embrasse la compétition d'un point de vue technologique et on est tout à fait friand d'utiliser des choses intelligentes qui se font ailleurs. Donc il est probable qu'on va emprunter des features de Move pour Cairo, s'en Pour Cairo. inspirer pour Cairo. Donc moi j'aime bien. Je trouve que c'est intéressant. Je ne crois pas en Aptos et Sweep pour les raisons évidentes que les Layer 1 et qu'elles sont trop capturées par les VC et compagnie. Je pense que pour un L1, c'est trop dangereux comme mode de lancement. Mais leur techno, oui. En gros, toute la tech qui a émergé de la team Ex Libra, c'est énorme. Ils ont fait un bond énorme dans l'industrie avec ça. Donc, ouais. Je vous mets dans le chat le lien de Kakarot. Hein. Et pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, vous aurez le lien aussi pour suivre Kakarot et participer à l'aventure testnet pour les intéresser. Il y avait une question aussi de Kamel Kams qui disait quels sont les projets qui vous hype à venir avec ou sans token. Et du coup, nous, par exemple, on aime bien les projets sur Starknet. Franchement, on est venu sur Starknet pour l'innovation et en fait, on est resté pour la commu. Il y a pas mal de projets qui se démarquent, qui font des trucs cool. Par exemple, Herodotus, qui est un peu, selon le buzzword, un ZK coprocesseur, mais qui font en gros qui font des trucs vraiment cool sur les storage proofs. Donc, allez regarder un peu. Et nous, en fait, on travaille pas mal avec eux parce qu'on aimerait bien intégrer leur solution à Kakarot ASAP. Et ça nous permettrait directement, depuis Kakarot, de lire l'état du L1. Donc, vous pouvez imaginer, par exemple, une application où, comme ticket d'entrée, on vérifie que vous avez assez d'USDC sur L1 sans jamais faire une transaction. Quoi. Ouais, parce que tu vois, j'essaie de me renseigner sur les ZK coprocesseurs. Voilà, j'ai fait une vidéo récemment sur ma chaîne où je reprenais le rapport Messari. On a beaucoup de membres de l'équipe Messari Research qui sont très bullish sur les ZK coprocesseurs. La seule fois où on en a parlé ensemble en live, c'était avec Abdel, qui nous disait qu'il adorait ça, qu'il regardait un peu RIS0, et on a parlé des Rotodus d'ailleurs. Mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres, des Axiom, Lagrange, Succinct. Il y en a un nombre incalculable. Et en fait, j'ai appris dans mes recherches que non, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un smart contract n'accède pas à tout ce qui se passe sur la blockchain. En réalité, c'est quelque chose qui peut coûter très cher, donc il est limité sur son champ d'action par rapport à l'historique de la blockchain et son état. Et les IK coprocesseurs viennent pallier à ça, justement. Donc, c'est quelque chose qui va pouvoir permettre d'ajouter énormément de complexité dans les applications. C'est bien, tu as bien capté le truc. Hein. En vrai, c'est pas. Non, mais je troll pas quand je dis ça. C'est pas simple à capter. Hein. Ouais. Là, tu as capté l'intuition derrière. Est-ce que ça peut débloquer? Là, je le sens quand tu l'as dit. Donc, moi, en tant que spéculateur, je suis en mode qui va bosser avec ces gens-là? One token, ça, il va falloir croquer parce que je pense vraiment qu'on peut bien manger là-dessus. Il y a des trucs qui vont bosser beaucoup avec les bridges, ça c'est obvious. La cross-chain communication trustless, donc vous pouvez imaginer plein de trucs pour les layers 0, les communications inter-chain et tout ça. Ça peut être intéressant. Voilà, donc de l'alpha, on vous donne plein d'alpha. Hein. C'était pas qu'une question de vous parler que de Kakarot, etc. En réalité, on a parlé de concurrence d'Alt Layer 1. C'était même très intéressant de voir que le langage Move s'appelait, les Layer 1 qui utilisent Move pas tellement, en tout cas insuffisant. Moi, j'avoue que j'ai pas les connaissances techniques, je vais pas parler. Ce que je sais par contre, c'est qu'on a des roll-up qui vont exploiter Move. Je pense à Mouvement, notamment, qui va être sur Celestia. On est avec des gens qui ont adapté le VM sur Cairo. Peut-être qu'un jour, on verra de la Solana VM ou du Move tourner sur du Cairo et donc sur Starknet. Ça va être très intéressant parce qu'on va avoir de l'inception, en fait, sur Ethereum, où Ethereum va... au-delà, avec ses roll-up, va faire tourner des VM différentes d'Ethereum et va peut-être pallier à ses propres limites
en restant un des layers les plus sécurisés pour le World Computer. Donc, c'est extrêmement intéressant ce qui est en train de se passer en ce moment dans l'écosystème global des crypto-monnaies. Il y a toujours des trucs à raconter. Tu vois, je termine la parenthèse là-dessus. Quand je dis ce que je fais à des potes ou de la famille et tout, je leur dis, ouais, je suis créateur de contenu, j'ai un site, je fais des lives, des vidéos YouTube. Ils disent, ah ouais, et c'est bien, ça marche bien. Et je leur dis, mais en fait, c'est un truc de ouf. Il y a constamment des choses à raconter, en fait. C'est un marché, tu prends en note, tu scrolles ton Twitter et tu es en mode, mais ça ne s'arrête jamais. Même en bear market, c'est un peu plus chiant et tout, mais c'est complètement affolant. Et en fait, plus tu tires, plus tu te rends compte de ce qui reste derrière. Et ouais, c'est insane. C'est sans fin. Et moi, là, ça fait plus de 10 ans que je suis dans le space et je suis encore loin d'avoir fait tout le tour, tu vois. C'est insane. Donc, ce qui est cool, Adèle, c'est que tu as dit le Far West tout à l'heure. Et en fait, quelque part, ce qui est cool, c'est que ce que ça implique quelque part, c'est qu'on est aussi dans la découverte de l'Ouest, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'on découvre un truc nouveau. Et après, c'est un peu ce que disait Vitalik dans son article. C'est redevenir cyberpunk un peu, parce qu'en fait, on se rappelle qu'il y a tout à faire. Et c'est quelque chose qui est vraiment cool. Il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée. Finalement, c'est aussi l'un des premiers spaces où j'ai vu des gens s'engager. Et en fait, on ne demande pas de diplôme à l'entrée. On demande l'équivalent d'un diplôme, c'est-à-dire la rigueur, le travail, beaucoup de qualités qu'on a pris comme proxy, comme data point d'avoir un diplôme. Mais finalement, la crypto, c'est un space où il y a un appel d'air. Et ça, j'ai trouvé ça cool. Et quelque part, 100% d'accord. Ouais. Je crois que je t'en ai déjà parlé, Capet, sur l'aspect méritocratique de l'industrie crypto. Franchement, j'ai vu ça nulle part ailleurs. Là, si tu es déter, tu es motivé, tu fais les choses bien, tout le monde a accès à ces chances, peu importe d'où tu viennes, peu importe ta condition sociale. Et ça, moi, j'adore. C'est vraiment un truc que je surkiffe dans cet écosystème. C'est que malgré tout ce qu'on peut dire, les dérives et tout, malgré tout, ça reste profondément plus méritocratique que ce que en fait, voir dans le il web. faut avoir une sensibilité builder, je dirais. Je suis pas moi-même builder, mais je suis entouré de builders. Donc, ça me permet de m'accrocher au truc. Mais si tu es purement sur le côté spéculatif, alors c'est bien bull run, tu gagnes des sous, mais en bear, tu n'as rien à foutre sur ce marché-là. Parce qu'en fait, tu t'accroches à quoi finalement? Tu t'accroches à rien. Tu gagnes déjà, si tout le monde, tu peux réussir à perdre en bull market. Tu n'as pas envie de gagner. Ils existent. Ils existent, ces gens-là. Moi, j'ai appris. J'ai appris, là, je ne trade plus jamais. C'est mort. Ah ouais? En fait, je suis nul et vacciné. J'aime pas. Ouais, c'est clim à chaque fois. À chaque fois que tu dis. Elias, c'est au point que même quand tu te fais airdrop des tokens, tu préfères te les faire rug direct pour être sûr de ne pas avoir à les trader derrière. Et Clément, il me rappelle les épisodes les plus douloureux que je me suis fait rug mon airdrop Arbitrum qui est tombé sur une que j'avais acheté à jamais raconté. Non. En fait, j'avais bossé pas mal sur le testnet Arbitrum à l'époque parce que je bossais sur des projets. Et je savais pas du tout ce que c'était un airdrop. Bref, du coup, je bosse sur mon projet et tout. Et moi, bon, franchement, j'avoue, raccourci, ça se fait pas, mais j'ai leak ma clé, quoi. Parce que, en gros, on partageait un compte et tout. Sur GitHub, enfin bref, j'ai leaké la clé, quoi. Mais c'était un testnet. Je me suis dit, j'ai pas d'argent dessus et je le réutiliserai jamais. Et là, qu'est-ce que je vois pas? Airdrop Arbitrum. On remercie les gens qui étaient là au tout début d'Arbitrum en, je sais plus, 2020, truc comme ça, enfin 2021. Et on les airdrop. Et là, paf, 8000 Arbitrum et ils partent au moment où ils arrivent. Je comprends pas, tu vois. Ça fait. Ah ouais, en fait, c'était une belle somme en plus. Et je regarde Etherscan, et en fait, ça faisait 10 minutes que le mec envoyait une TX toutes les secondes quasiment, qui faisait genre empty all, quoi, sur mon compte. Et en fait, au bloc où ça a touché, c'est parti. Ah oui. Et voilà, quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'était 10 000 balles. Ah, il faut passer par là. Et comme quoi, il y en a qui parlaient, est-ce que c'est sûr ou pas une seed phrase par rapport à l'account abstraction? Peut-être que tu vois un peu d'account abstraction pour des layers de sécurité sur locker des trucs dans des conditions particulières. Ouais, mais de toute façon, c'est le baptême du feu sur ce marché. Moi, premier cycle, j'ai perdu 550 nanos. Au top, ça faisait 20 000 balles. Me suis fait sécher. Là, le cycle, j'ai fait mon sale bouffon en me disant moi, j'adore ce côté banque centrale décentralisée de Terra Luna. Bon, ok, encore et tout, c'est le Far West, mais j'adore ce qu'il défendait, tu vois. Même s'il ouvrait trop sa gueule, Jaquan. Et quand l'UST et compagnie dévissaient, je n'acceptais pas que quelque chose d'aussi gros et aussi soutenu par Wormhole Bridge, Solana, Emingun de Avalanche qui disait nous Pample Up, nous on trust et tout machin, qui confirmait mon bien, me disait des gens aussi ça, mais gros. Mais tout le monde était là. Gourou, écoute bien, c'est vrai qu'Emin, j'avais oublié ça. Tout le monde était là pour défendre le beefsteak. Tout le monde était là pour défendre le beefsteak. Il y avait quelques contre-biais, genre Crypto Farmer et tout, qui nous ont fait le call. J'ai été dans le déni. J'y ai laissé 16 000 USDT. Ça m'a bien séché.
Donc, moi, à chaque cycle, j'envoie 20 000 balles au marché comme ça. Généralement, ça se passe comme Mais ça. oui, on s'enflamme dans ces Comment ça périodes-là. va Moi, se je te dis, j'ai fait passer des dingueries pires encore que ça. C'est la, Je ouais, sais. mais c'est la- Et la tiens, thème du feu. Capette, je te propose une nouveauté pour cette année 2024, un truc que j'ai jamais fait dans un de tes lives. Dire une chose pas négative sur Multiverse. Est-ce que tu veux? Ouais, bah, pas une chose négative sur Multiversix. Ils ont quand même quelques Non, francophones. que moi. Est-ce que tu veux que moi je dise une chose non Oh! négative? Ah oui, bah Bah oui, c'est pour ça. là, C'est pour ça que je te dis que c'est Voilà. une c'est quoi première. ce Ouais. live? Bah, ce sera plus intéressant que ce que j'allais raconter. Ah, il y a des gens qui ça leur parle là. Ok. Et bah, Ah fais-toi putain, plaisir. ça va me. Ah, ça va être dur de le sortir. Putain. Alors, faut clipper. J'ai de l'acide dans Faut la bouche. clipper. Ouais. Vas-y. Ah oui, putain, merde, ouais, ça peut prendre des vidéos à tout moment. Bah oui, C'est en le plus jeu. sur un replay. Bon, c'est pas grave, vas-y, j'assume 2024. Non, en gros, faut pas que ça soit mal interprété. Mais en gros, j'ai beaucoup parlé avec Zero X Food. Ouais. Et en fait, j'adore ce mec, ça je tiens à te le dire. Donc, en gros, il m'a aidé dans mon cheminement de pensée de me dire, ok, j'ai beaucoup parlé à ce mec-là, et notamment on a parlé valeurs, ethos, etc. Et déjà, premièrement, j'ai compris de manière très claire que le gars est clair sur les sacrifices que fait Multiverse X, etc. Il n'y a pas de déni, d'accord. Donc ça, c'est la première chose qui m'a paru obvious. Deuxième chose, il m'a paru évident que c'était quelqu'un qui avait un cerveau et qui savait s'en servir. Donc je me suis dit, ok, bon, il y a aussi des gens bien, des gens, etc. Et surtout, quand on parlait ethos, principe et tout, en fait, je pense que globalement, on a plus ou moins la même vision. Il pense juste que certains compromis et sacrifices sont acceptables, là où moi je pense qu'ils sont pas acceptables, mais malgré tout, il sait que c'est des sacrifices. Il sait que c'est pas comparable à Ethereum, etc. Et donc ça, j'ai bien apprécié déjà cette lucidité. Moi, ce que je lui ai dit, j'ai l'impression que parfois, des personnes comme lui qui ont un gros reach, ils ne sont pas assez explicites avec leur commu sur ces sacrifices-là, etc. Donc, moi, ce que je reproche en fait à ces gens-là, et un peu pareil avec Guru, honnêtement, sur Avalanche, on a beaucoup parlé en off, et je vous reproche à toi, Foudre et les autres, vous êtes lucides, vous savez les compromis et sacrifices, mais vous, quand vous parlez sur Twitter, etc., ça transparaît pas ce que vous pensez réellement en termes de ces compromis, et les gens l'interprètent, et du coup, ils sont un peu un biais détourné. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, Capette, mais en gros, et en discutant avec Foudre aussi, je me suis rendu compte, il m'a expliqué aussi des choses intéressantes que faisait Multiverse X et pourquoi certains compromis avaient du sens, notamment pour améliorer la développeur experience, la UX, etc. Je pense que toujours que c'est trop risqué de faire certaines choses qu'ils font, parce que notamment ça renforce ce sentiment mafia que tu décrivais sur Solana. Pour moi, sur Multiverse X, c'est décuplé encore plus, parce que la team protocolaire fait aussi des dApps et compite avec son écosystème. Donc ça, je pense que c'est un problématique. Moi, c'est ce qui me dérange le plus. Malgré tout, perso. Mais... Ouais, moi, c'est ce qui me dérange énormément. Mais voilà, je tenais à dire ça. Il n'y a pas que du mauvais. Et si techniquement, ils essaient de faire des choses, voilà, je tiens à être très clair. Mais là, tu m'as dit ce que tu aimais bien de Foudre et qu'il le défend, mais finalement, tu m'as pas dit qu'est-ce que tu aimais chez Multiverse X. Ok. J'aime leur accent très fort sur la développeur expérience. Je pense qu'il y a des choses qu'ils font qui sont intéressantes. Notamment, il m'a montré quelques standards au niveau des nœuds pour query, des NFT ou des choses comme ça qui peuvent avoir du sens. Donc, c'est soigné. Il y a plein de trucs sur lesquels c'est quand même pas mal soigné. Il y a de la finition. Tu vois, bon, c'est l'avantage aussi d'avoir une team protocole qui fait tout, qui travaille aussi sur les standards applicatifs et tout. C'est que du coup, c'est plus soigné. Et comme ils ont la maîtrise du protocole, ils peuvent faire. Comme ils ont la maîtrise du protocole, ils peuvent faire des standards qui sont optimisés pour le protocole. Là où, par exemple, les gens qui vont faire des ERC20, etc., peut-être ils vont pas connaître les mécanismes sous-jacents de l'EVM, etc. Donc, c'est un avantage, en fait. Cette faiblesse de flirter un peu trop avec la partie applicative te donne aussi la possibilité d'avoir de meilleures finitions. Ok. Donc ça, je reconnais que niveau dev expérience, ça peut être intéressant, ça peut donner un petit côté plus. Je comprends maintenant pourquoi ils disent que c'est plus fini, c'est plus abordable. Et je comprends pourquoi ils ont l'impression que ça peut être intéressant en termes d'adoption pour des. En fait, ce qui est critiquable, c'est que finalement, c'est une blockchain d'entreprise où il y a eu un token pour mettre un petit peu tout le monde dans la boucle. Mais moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a très, très, très peu de gens qui développent sur ce truc et que c'est principalement Multiverse X qui fait tout de bout à bout. Que ce soit le wallet, les apps, la chaîne, les forks de la chaîne. Et ça n'enlève en rien qu'il y a probablement plein de trucs qui sont très bons. Et que ce sont des gens qui sont, je pense, très brillants. Mais on perd vraiment ce côté décentralisation dans l'exécution, à mon sens. Exactement. À mon sens. Voilà. Ouais. Le protocole, il n'est pas crédiblement neutre. C'est souvent un mot qui revient, mais pour moi, littéralement, Multiverse, c'est la définition d'un protocole qui n'est pas crédiblement neutre. Donc, en fait, ils peuvent faire des choses bien, mais ils ont le pouvoir de faire des choses mal aussi, ce protocole. C'est ça qu'il faut retenir. En fait, on fait tous ces systèmes pour ne faire confiance à personne. En fait, tu peux pas juste dire, oui, la team, elle est sérieuse, elle fait des choses bien. Oui, mais ok, mais si elle peut faire des choses bien, elle a le pouvoir aussi de faire des choses mal. En fait, c'est ça qu'il ne faut pas perdre de... C'est ça. C'est ça. Ouais. En tout cas, voilà, je pense qu'on est sur un bon format. Comme je m'y attendais, on a un peu monopolisé la parole avec Abdel, Clément et Alias sont restés un peu plus en retrait.
parce qu'on est parti sur plein de trucs et que c'est plus fort que nous avec nos égos surdimensionnés. Mais merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là. Mais un jour, tu pourras faire un live dédié quand ils auront des annonces avec eux. Avec et grand sans moi, hein. plaisir. Et puis, on reprendra sur plein de sujets que je m'étais noté aussi, qu'on reprendra sur une autre émission, ne serait-ce que les coprocesseurs ZK. Moi, c'est un truc que je pense qu'on va déplier sur toute l'année 2024. On va apprendre plein de trucs. Bref, un marché crypto toujours aussi passionnant, encore plus passionnant quand les prix montent, évidemment. On est sur le marché des cryptos quand même. Testnet bientôt sur Kakarot. Vous avez les liens en description pour suivre Kakarot, pour suivre Abdel, pour suivre messieurs. Si vous le souhaitez, messieurs, j'ajouterai ça en description. Cool. Et puis, voilà, si vous avez aimé ça, ceux qui nous écoutent sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un petit like, vous abonner. Il faut savoir qu'en ce moment, ça travaille très, très dur de mon côté. Je ne mets pas trop le nez dehors, mais on essaie de vous proposer des formats qui sont innovants, qui sont cool pour les gens de petit niveau, de niveau moyen, mais qui tendent à aller sur quelque chose de pertinent. Parce que parler pour rien dire, c'est pas le genre de la maison ici. Voilà, c'était un petit acte gratuit. Et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Ciao tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Salut, bonne année. Bonne année. Ciao.